Un garçon de 10 ans est entré par effraction dans la prison pour rendre visite à son père pour la dernière fois avant qu'il ne soit envoyé à la chaise électrique. Pendant qu'il tenait la main de son père, un policier est entré dans la cellule et ce qu'il a fait a horrifié le garçon. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Noah avait toujours été ce genre d'homme dévoué à 35 ans, avec une femme compréhensive et un fils de 8 ans. Noah faisait de son mieux pour offrir une vie confortable à sa famille. Il travaillait comme analyste dans un bureau au centre-ville, où les délais étaient serrés et l'environnement stressant. Pourtant, il ne se plaignait jamais. Avec son sourire discret et sa rare patience, Noah était respecté par ses collègues. Parmi eux se trouvait Luna, une jeune employée qui avait récemment commencé à travailler là. Toujours polie, Noah était l'une des rares personnes qui prenait vraiment le temps de l'écouter, lui demandant comment elle allait et louant ses efforts pour apprendre rapidement les tâches. Ce soir-là, Noah resta tard au bureau. Il devait finaliser un tableau important, tandis que Luna organisait des documents dans la pièce voisine. L'entreprise était presque vide et le silence n'était troublé que par le bruit des touches de clavier et des papiers que l'on classait. Quand Luna apparut à la porte de son bureau, Noah regarda l'horloge et se rendit compte qu'il était presque minuit. Elle semblait hésitante, serrant fermement son sac à main. « Noah, tu habites près de Central Avenue, non? Mon bus ne circule plus et j'ai peur de rentrer à pied toute seule. Pourrais-tu me déposer ?» demanda-t-elle d'une voix timide. Noah hésita un instant, pensant à l'heure tardive et à sa famille qui l'attendait, mais finit par accepter. « Bien sûr, Luna. Je ne vais pas te laisser marcher à cette heure-ci. Viens, je prends mes affaires et je te ramène en sécurité. » Le lendemain, Noah ne rentra pas chez lui. La maison était enveloppée d'un silence étrange et pesant. La femme de Noah essaya de garder son calme, se convainquant que peut-être il était resté tard au travail et avait dormi à l'hôtel pour éviter de conduire en étant fatigué. Toutefois, au fil des heures, cette justification semblait de plus en plus fragile. Le fils de Noah, Jones, âgé de 13 ans, faisait les 100 pas dans le salon, nerveux. « Maman, tu as essayé de l'appeler? Pourquoi il n'est toujours pas là? Il ne fait jamais ça. » La femme de Noah, bien qu'essayant de paraître sereine, ne pouvait cacher l'inquiétude sur son visage. « Oui, Jones, j'ai appelé, mais il ne répond pas. Il se peut que son téléphone soit déchargé ou qu'il soit encore occupé à quelque chose d'important au travail. » Jones s'assit brutalement sur le canapé, croisant les bras. « Mais maman, papa nous prévient toujours quand il va être en retard. Il ne resterait jamais dehors si longtemps sans nous donner de nouvelles. » Le regard du garçon était plein d'inquiétude et sa voix, d'ordinaire ferme et pleine d'énergie, sonnait presque comme un murmure. Sa mère soupira, sentant un poids grandir dans sa poitrine. « Je sais, mon chéri, je sais que c'est étrange. Mais nous devons croire qu'il va bien. Attendons encore un peu avant de tirer des conclusions. » Même si elle voulait rassurer son fils, chaque mot semblait forcé, comme si elle essayait de se convaincre elle-même que Noah allait bien. Soudain, tandis qu'ils restaient tous les deux dans le salon, ils entendirent dehors le crissement brutal de pneus. Jones se précipita à la fenêtre, sa mère sur ses talons, tous deux partagés entre curiosité et nervosité. En regardant la rue, ils restèrent figés. 2 voitures de police étaient garées devant la maison, gyrophares allumés, éclairant la façade. Noah était conduit par 2 agents en uniforme, menottés et affichant une expression mêlée de confusion et de désespoir. « Maman, c'est papa !» s'exclama Jones, la voix tremblante. Ses yeux s'ouvrirent grands et il plaqua ses mains contre la vitre, incapable de comprendre ce qui se passait. La femme de Noah porta ses mains à sa bouche, bouleversée. « Mon Dieu, que se passe-t-il? Pourquoi emmène-il Noah ?» Sa voix se brisa et son cœur s'emballa dans sa poitrine. Elle ouvrit la porte à la hâte, mais l'un des agents avait déjà fait monter Noah dans la voiture de patrouille avant qu'elle ne puisse s'approcher. L'autre officier se tourna vers elle, le ton ferme. « Madame, votre mari est arrêté, soupçonné d'homicide. Il sera emmené pour être interrogé. » Les mots la frappèrent comme un coup de poing, la laissant sans voix. « Homicide? C'est impossible, il doit y avoir une erreur. » s'écria-t-elle, mais l'agent ne répondit pas et monta dans la voiture. Jones regarda sa mère d'un air désespéré, cherchant une explication. « Maman, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Papa ne ferait jamais de mal à qui que ce soit. C'est pas possible ?» Le garçon semblait au bord des larmes, mais son expression montrait plus de confusion que de tristesse. Sa mère l'attira contre elle, l'enlaçant pendant qu'elle observait la voiture de patrouille s'éloigner. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, bien qu'elle tentât de rester forte. « Je ne sais pas, Jones.
Je ne sais pas, mais on découvrira la vérité. Ton père ne ferait jamais ça. Je le sais. Alors que la voiture de police disparaissait au bout de la rue, la mère et le fils restèrent devant la porte, paralysés, tentant d'assimiler ce qui venait d'arriver. Le silence qui régnait était lourd, seulement troublé par le bruit du vent et par les pensées tumultueuses qui les assaillaient. Ils savaient que cet instant marquait le début de quelque chose de sombre, qui changerait à jamais la vie de leur famille. Le choc de ce qu'ils venaient de voir ne serait pas facile à surmonter, et les questions qui se posaient alors n'avaient pas de réponse immédiate. Nous allons revenir à la nuit précédente pour expliquer ce qui s'est passé en cette nuit fatidique. Quand Noah proposa à Luna de la raccompagner, il n'aurait jamais imaginé l'horreur à venir. Il se faisait tard et le silence des rues désertes n'était interrompu que par le ronronnement du moteur et leur brève conversation. Noah conduisait calmement, tandis que Luna, assise sur le siège passager, lui parlait des défis au travail et de la façon dont elle essayait de concilier sa vie professionnelle avec ses études. « Je te suis vraiment reconnaissante, Noah. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais dû rentrer seule à pied ce soir. Tu es un ange, dit Luna avec un sourire sincère. Noah lui répondit d'un hochement de tête et d'un discret sourire. Ce n'est rien, Luna. C'est dangereux de marcher seule à cette heure-ci, je suis content de pouvoir t'aider. Le trajet semblait paisible, mais quelque chose dans l'air dérangeait Noah, sans qu'il puisse l'identifier. Une sensation d'inconfort, comme si quelque chose clochait. Il vérifia plusieurs fois le rétroviseur, croyant être suivi, sans rien apercevoir d'autre que des rues vides et des ombres projetées par l'éclairage public défaillant. Lorsqu'ils arrivèrent finalement chez Luna, elle lui désigna le trottoir devant chez elle. « Tu peux t'arrêter là, Noah. Merci encore pour tout, » dit-elle en attrapant son sac et en se préparant à sortir de la voiture. Noah gara la voiture près du portail de la petite maison de Luna, plongée dans l'obscurité à l'exception d'une faible lumière sur le perron. Il coupa le moteur et attendit que Luna descende. « Fais attention à toi, Luna. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose, » dit-il, inquiet mais sans trop savoir pourquoi. « Ne t'en fais pas, Noah. Bonne nuit et à demain, » répondit Luna en lui faisant un signe de la main avant de se diriger vers le portail. Cependant, avant qu'elle ne puisse ouvrir la porte, le silence de la nuit fut déchiré par un bruit assourdissant. Surgissant de nulle part, un homme cagoulé émergea de l'obscurité, près de la maison, tenant une arme à feu. Noah aperçut le scintillement métallique avant même d'entendre la détonation. « Luna, attention !» cria-t-il, mais il était déjà trop tard. L'homme cagoulé se mit à tirer, et le bruit des coups de feu résonna dans la rue vide comme une explosion, déchirant le silence. La panique envahit Noah lorsque Luna fut touchée. Son corps vacilla sous l'impact des balles avant de s'effondrer, inanimé, sur le sol. Un cri désespéré s'échappa de sa bouche tandis que le sang se répandait rapidement sur le bitume. Noah, sous le choc, sortit immédiatement de la voiture et accourut vers elle, comme si chaque seconde comptait. « Luna! Oh mon Dieu, Luna !» Il s'agenouilla près d'elle, tentant de réaliser la scène horrible dont il venait d'être témoin. Le sang de Luna imbibait déjà ses vêtements alors que Noah pressait ses mains sur les blessures, dans une tentative désespérée de stopper l'hémorragie. « Tiens bon, je vais appeler du secours. » dit Noah, précipitamment, les mains tremblantes. Il saisit son téléphone, mais ses doigts tachés de sang l'empêchaient de le manipuler correctement. La sueur perlait sur son front alors qu'il essayait de composer le numéro d'urgence, ses doigts semblants refusaient de répondre à l'urgence de la situation. « Ne me laisse pas. Luna, s'il te plaît, reste avec moi, » répétait-il presque en suppliant, tandis qu'il regardait le visage de la jeune femme, déjà en train de perdre ses couleurs. Luna tenta de parler, ses lèvres tremblantes, maculées de sang, mais sa voix était faible, presque inaudible. « Non, oh pourquoi ?» murmura-t-elle, ses yeux commençant à se voiler, cherchant des réponses qu'il ne pouvait pas lui donner. Noah secoua la tête frénétiquement, des larmes s'accumulant dans ses yeux. « Je ne sais pas, Luna. S'il te plaît, reste avec moi, tu vas t'en sortir, je te le promets, » dit-il, bien que la gravité de la situation soit évidente. Le sang ne cessait de couler et Luna ne parvenait plus à garder les yeux ouverts. Alors que Noah essayait de sauver Luna, l'individu cagoulé disparut dans l'obscurité, sans laisser de traces, le bruit de ses pas précipités résonnant dans la rue. Noah jeta des regards affolés autour de lui, tentant de repérer l'agresseur, mais il était déjà loin, s'évanouissant telle une ombre dans la nuit. Sa respiration était haletante et la peur le paralysait, même s'il s'acharnait à tenter de sauver Luna. C'est alors qu'une faible lumière s'alluma sur le pas de la porte. Une femme âgée apparut, les yeux écarquillés devant l'horrible scène. C'était Suzanne, la grand-mère de Luna,
qui avait entendu les coups de feu depuis l'intérieur de la maison et s'était précipité pour comprendre ce qui se passait. Le regard de Suzanne se posa sur Noah, agenouillé auprès de sa petite fille, les mains couvertes de sang. « Qu'est-ce que tu as fait à ma petite fille » hurla Suzanne, la voix chargée de désespoir et d'accusation. Elle s'avança vers eux d'un pas rapide, les mains sur la tête, totalement terrifiée par ce qu'elle voyait. Noah se releva brusquement, tentant de s'expliquer. « Je n'ai rien fait. Un homme est apparu, et il lui a tiré dessus. J'essayais juste de l'aider. » dit-il, ses mots trébuchants, implorant pour qu'elle le croie. Mais Suzanne, submergée par la douleur et la confusion, ne voulait rien entendre. « Tu as tué ma Luna. Je t'ai vu là, avec tes mains pleines du sang de ma petite fille. » cria Suzanne, la voix brisée par la douleur, mais chargée d'une conviction implacable. Ses paroles résonnaient comme un marteau qui s'acharnait, chaque syllabe enfonçant un peu plus Noah dans l'abîme du désespoir. Elle s'approcha de lui, ses pas fermes en contraste avec les larmes roulant sur son visage ridé, comme si elle voulait l'affronter avec la même force que sa peine. Noah, figé un instant, leva instinctivement les mains, encore maculées du sang de Luna, comme pour se protéger d'une culpabilité qui n'était pas la sienne. Il recula lentement, la voix tremblante et désespérée. « Non, ce n'est pas vrai, je le jure. Je n'ai fait que la ramener chez elle. Jamais je ne ferai une chose pareille. » répéta-t-il, mais son explication semblait dérisoire face à la détresse de Suzanne. L'expression de Suzanne ne changea pas, un mélange de douleur brute et de fureur, comme si son monde avait été détruit en quelques secondes et que Noah en était l'unique responsable. « Tu crois que je vais te croire ? Je t'ai vu. Je t'ai vu à ses côtés, les mains tachées du sang de ma petite fille. » hurla-t-elle encore, la voix montant d'un cran à chaque mot. Noah sentit sa gorge se nouer, les mots se bousculant dans son esprit, mais aucun n'était assez fort pour briser la certitude de Suzanne. Son cri résonnait dans la rue déserte, transformant le silence en tribunal, où Noah était le seul accusé et Suzanne, le juge. La panique s'empara de Noah comme un courant électrique parcourant son corps. Il baissa les yeux vers ses mains ensanglantées, des preuves accablantes qu'aucune explication ne semblait pouvoir effacer. Les sirènes au loin se rapprochaient, tel un avertissement imminent que le temps pressait. Chaque seconde semblait compressée, et Noah se sentait étouffé sous l'urgence de prendre une décision. Il savait que, dans cette situation, personne ne le croirait. Il était la dernière personne à avoir été vue avec Luna, et ce que Suzanne avait observé était trop accablant pour être réfuté. La vérité n'avait plus d'importance, seules comptaient les apparences, et celle-ci le condamnait impitoyablement. « Je dois partir d'ici », pensa Noah, le cœur cognant dans sa poitrine. Il jeta un dernier regard à Suzanne, dont les yeux rougis étaient fixés sur lui, débordant d'une souffrance insoutenable. Elle criait encore, mais ses mots commençaient à se fondre dans l'esprit de Noah, comme si le monde autour de lui se délitait. Il détourna les yeux vers Luna, toujours étendue au sol, immobile, dans une mare de sang qui ne cessait de s'élargir. La scène lui était insupportable, destinée à hanter sa mémoire pour toujours. Il voulait aider, il voulait expliquer, mais les mots étaient inutiles et le son grandissant des sirènes le pressait de fuir. « Je suis désolé », murmura Noah, plus pour lui-même que pour Suzanne ou Luna, avant de tourner le dos et de se mettre à courir. Chaque pas semblait alourdi par un poids qui le tirait en arrière, mais son instinct de survie le poussa en avant. Il savait que fuir était la pire décision, mais dans l'instant, il n'entrevoyait pas d'autre issue. Ses pas résonnaient sur le trottoir, se mélangeant au bruit lointain des sirènes, de plus en plus fortes, comme si la ville entière se liguait contre lui. Noah tourna au coin d'une rue plus sombre, tentant de se dissimuler. Ses jambes obéissaient mécaniquement, tandis que son esprit tournait en boucle dans un chaos de questions. Pourquoi cela était-il arrivé? Pourquoi lui? Qui avait pu faire une telle chose à Luna? L'image de Luna s'écroulant, les yeux remplis de terreur, le sang, les tirs, le hurlement de Suzanne, tout se confondait en un chaos insupportable. Noah savait que sa vie ne serait plus jamais la même. En quelques minutes, il avait non seulement perdu Luna d'une façon tragique et brutale, mais il était dorénavant considéré comme le responsable de sa mort. Les mains pleines de son sang, la jeune femme gisant à ses pieds, et Suzanne, les yeux emplis de douleur et de colère, l'accusant d'être le meurtrier. Tout le désignait, et le poids de ce jugement injuste l'écrasait sans pitié. « Je dois réfléchir. Je dois prouver que je suis innocent. Mais comment ?» murmura-t-il, le cœur au bord de l'implosion. Le doute l'assaillait. Et si j'avais fait quelque chose de différent? Et si je ne l'avais pas ramené? Et si j'avais arrêté l'homme cagoulé à temps? Ces questions le rongeaient de l'intérieur, ajoutant encore à l'horreur de la situation.
La nuit lui parut interminable. Il erra dans les rues désertes de la ville, la tête basse, les pas lourds, assailli par ses pensées confuses. Le froid mordant semblait refléter le désespoir qui l'habitait. Chaque recoin, chaque ombre paraissait abriter un regard accusateur, une menace invisible. Noah savait que la ville le recherchait, que tout le monde l'avait déjà condamné, sans même entendre sa version des faits. « Je dois trouver une solution, prouver mon innocence, mais comment ?» répétait-il, comme pour s'auto-persuader qu'il lui restait une issue au milieu de ce chaos. Mais rien ne venait, uniquement plus de questions. Le bruit de ses pas résonnait, amplifiant le silence oppressant. La peur d'être arrêté à tout instant le maintenait en état d'alerte permanent, et il se retournait sans cesse, alors qu'il n'y avait personne derrière lui. Finalement, Noah trouva une ruelle sombre et étroite où il se cacha. Il s'adossa au mur froid et humide, tentant de reprendre son souffle, tandis que la fatigue commençait à l'emporter. Il regarda ses mains, toujours tachées du sang de Luna, et la culpabilité l'assaillit de plein fouet. « J'aurais dû faire quelque chose ? J'aurais pu l'empêcher, pensa-t-il, même s'il savait que ses mots étaient vains. L'image de Luna gisante, le regard terrifié, repassait en boucle dans son esprit, comme un film dont on ne pouvait stopper la projection. Le sang, le bruit des tirs, les cris de Suzanne, tout s'enchevêtrait en un cauchemar insupportable. Il frotta ses mains sur son pantalon, essayant de faire partir le sang, mais la tache ne faisait que s'étendre, rappel permanent de l'horreur de cette nuit. Il voulut pleurer, mais les larmes ne venaient pas, peut-être bloquées par l'adrénaline ou par la terreur qu'il vivait. Alors que la nuit avançait, l'épuisement gagna son corps, et le froid s'infiltra sous sa peau, raidissant ses muscles. Pourtant, il ne pouvait se permettre de se détendre. La faim commençait à le tirailler, mais c'était le cadet de ses soucis. La peur, elle, était insoutenable. Chaque bruit lui paraissait amplifié. Un chien qui aboie au loin, le grincement d'un portail, même le vent dans les ruelles le faisait sursauter. Noah essaya d'organiser ses pensées, de trouver une issue, mais son esprit était aussi confus que son cœur. Il se recroquevilla dans un coin de la ruelle, serrant ses genoux, tentant d'ignorer la dureté du sol et les larmes qui finirent par couler. « Demain, je trouverai une solution », murmura-t-il, tentant de se convaincre qu'il y avait un lendemain, avant de fermer les yeux et de sombrer dans un sommeil agité. Le lendemain matin, Noah fut réveillé par le bruit indiscutable de pas et de voix autoritaires. Il ouvrit lentement les yeux et la lumière du jour l'aveugla momentanément. « Réveille-toi, Noah Carter, tu es en état d'arrestation. » La voix impérieuse d'un policier transperça l'air, faisant sursauter Noah, dont le cœur se mit à cogner violemment dans sa poitrine. Il distingua 2 agents le braquant avec leurs armes tandis qu'un troisième lui passait des menottes, avec des gestes rapides et précis. « Non, attendez. Je n'ai rien fait !» s'écria Noah, mais ses protestations furent ignorées. Il se débattit, mais les agents le poussèrent en avant, le contraignant à avancer. Le contact glacé des menottes sur ses poignets lui fit pleinement réaliser la gravité de sa situation. Il chercha autour de lui un visage familier, quelqu'un qui pourrait l'aider, en vain, il n'y avait que l'indifférence de ceux qui le croyaient déjà coupable. Le poste de police était froid, impersonnel, avec des murs de béton qui semblaient écraser toute lueur d'innocence. Noah fut placé dans une pièce trop éclairée, où 2 inspecteurs l'attendaient, le regard dur. L'un d'eux posa une photo sur la table, montrant une arme à feu. « Noah Carter, nous avons trouvé une arme à feu enregistrée à ton nom lors de la perquisition de ta maison, » dit-il, le ton ferme et intransigeant. Noah sentit son estomac se nouer. Il savait qu'il possédait bien cette arme, mais seulement pour protéger sa famille. « Oui, j'ai une arme, mais c'est juste pour nous défendre. Je ne l'ai jamais utilisée contre qui que ce soit, » répondit-il, tentant de garder son calme, bien que sa voix tremblât. Mais les inspecteurs restaient impassibles. L'arme qui a tué Luna Williams a les mêmes caractéristiques que la tienne, même modèle, même calibre. C'est une coïncidence très commode, tu ne trouves pas ? Rétorqua l'inspecteur, un sourcil levé. Noah sentit son souffle s'accélérer. Il savait que cela l'accablait, mais il était innocent. Ça ne prouve rien. Mon arme est rangée, vous pouvez vérifier. Insista-t-il, la voix teintée de désespoir. L'inspecteur esquissa un sourire cynique avant de répondre. Nous avons vérifié, et elle est chargée avec des balles identiques à celles du crime. Tu ne pourras pas t'en sortir, Noah. Les mots s'abattirent sur lui comme un coup de massue. Noah sentit le sol se dérober. Il savait n'avoir jamais fait feu avec cette arme, mais comment le prouver ? Le sentiment d'impuissance l'envahit. Il scruta les inspecteurs, espérant déceler un soupçon de compassion ou de doute, mais il n'y vit que l'indifférence.
comme s'ils avaient déjà décidé de son sort avant même de l'interroger. Les jours suivants ne furent qu'une suite d'humiliation et de désespoir, où chaque instant semblait lui arracher un nouveau morceau d'humanité. Le procès fut mené si rapidement qu'il n'eut pas le temps d'assimiler tout ce qui arrivait. Il avait l'impression que le monde s'accélérait, déterminé à le voir détruit, tandis qu'il restait enfermé dans sa propre sidération. La salle d'audience était bondée de gens venus simplement assister à sa déchéance. Des visages inconnus dont les regards étaient chargés de dégoût, de jugement ou d'une curiosité morbide. Le murmure continu de leurs chuchotements emplissait la pièce, des mots de mépris qui semblaient le transpercer comme des couteaux invisibles. Il tenta de les ignorer, mais c'était impossible. Chaque fois qu'il levait les yeux, il rencontrait des expressions de condamnation, comme s'il était un monstre dont ils attendaient impatiemment la chute. Les preuves furent présentées de façon implacable, tel un puzzle soigneusement assemblé pour l'incriminer. Les photos de la scène du crime furent projetées, montrant Luna allongée dans son sang, et Noah ne put s'empêcher de détourner le regard. L'image était insoutenable, un rappel brutal de la tragédie qu'il n'avait pas pu empêcher. L'arme retrouvée à son domicile fut mise en avant comme la pièce maîtresse de l'accusation, accompagnée d'un rapport balistique implacable, indiquant que les balles ayant tué Luna correspondaient à celles de son arme. Mais ce fut le témoignage de Suzanne qui scella définitivement sa condamnation dans son cœur. « Je l'ai vue avec ma petite fille, et maintenant elle est morte. Il est coupable ?» cria Suzanne, la voix étranglée de larmes mais pleine de certitude. Noah eut l'impression que chacun de ses mots était un coup près, confirmant que sa version ne serait jamais entendue. Il essaya de se défendre, d'expliquer ce qui s'était passé cette nuit-là, mais c'était comme si ses phrases disparaissaient dans le vide. La vérité qu'il portait en lui semblait faible et dérisoire face à la puissance des preuves et à la douleur de Suzanne. À chaque tentative de se justifier, il voyait le regard du jury se durcir davantage, comme s'ils étaient résolus à ne pas le croire. Au fond, Noah savait déjà que tout était perdu. Il le lisait dans l'expression du juge, dans les murmures incessants du public, et jusque dans les yeux de son avocat, qui, malgré tous ses efforts, n'avait pu renverser la narration bâtie contre lui. Le verdict fut annoncé avec une froideur glaçante, qui anéantit tout dernier espoir. Coupable de meurtre au premier degré, déclara le juge, sa voix ferme résonnant dans la salle d'audience. Le bruit du marteau frappant le bureau résonna comme une sentence de mort, et Noah eut l'impression qu'on l'étranglait, l'air fuyant ses poumons. Il regarda autour de lui, hébété, dans l'attente qu'on se lève, qu'on dise que tout cela n'était qu'une erreur, mais rien. Les mots du juge étaient définitifs, et le monde autour de lui semblait se refermer. Lorsqu'il entendit la sentence finale, la mort sur la chaise électrique, Noah ne put presque pas réagir. Il resta immobile, comme pétrifié, tandis que la réalité de ces mots s'infiltrait dans son esprit. Le moment où on l'escorta hors de la salle d'audience fut le plus dévastateur. Les gens présents semblaient satisfaits, comme s'ils avaient assisté à la fin d'un spectacle. Suzanne était au premier rang, en pleurs, mais son regard demeurait rivé sur Noah, avec une intensité qu'il n'oublierait jamais. C'était comme si elle venait enfin d'obtenir la justice qu'elle réclamait. Pour Noah, c'était la pire injustice qui soit. Il voulut crier, courir vers Suzanne, lui dire qu'il n'était pas coupable, mais aucun mot ne sortit. Sa gorge était nouée, et ses jambes trop faibles pour bouger. Chaque pas qu'il faisait, escorté par les gardes, lui paraissait peser une tonne, comme s'il marchait vers l'abîme. Le vide qu'il ressentait était absolu, comme si l'essence même de son être avait été arrachée, ne laissant qu'un homme brisé, condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Tous les souvenirs de sa vie d'avant, chaque sourire de son fils, chaque instant de bonheur auprès de sa femme, lui semblaient désormais lointains, comme un écho inaccessible. Il n'était plus Noah Carter, le père aimant qui travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n'était plus le mari dévoué prêt à tout pour voir sa femme heureuse, ni l'analyste respecté pour son intégrité. Il n'était plus qu'un numéro, un condamné à mort, réduit à attendre l'inéluctable. L'idée que le monde avait décidé de l'effacer était insupportable, mais la réalité était encore plus cruelle. Noah était seul, plongé dans un silence oppressant plus lourd que n'importe quelle chaîne. Chaque jour qui passait lui rappelait que sa vie telle qu'il l'avait connue était terminée. Il n'y avait pas d'avenir, seulement un présent étouffant qui le gardait prisonnier de ses pensées. Il ne restait plus qu'à attendre une fin. Une fin qui semblait s'approcher lentement, traînant avec elle une douleur si profonde et silencieuse que, parfois, il se demandait si la chaise électrique ne serait pas un soulagement comparé au tourment de vivre comme un homme condamné et oublié. Le jour se leva maussade, avec de lourds nuages gris s'étirant dans le ciel, comme si la nature elle-même pleurait le sort de Noah. Pour lui,
Pourtant, le temps ne signifiait plus rien. Les heures, marquées par l'horloge de sa cellule, n'étaient que de cruels rappels de l'approche de la fin. Assis sur le petit banc de bois, il fixait le sol, les épaules affaissées comme si le poids du monde l'écrasait. La cellule était froide, étroite et silencieuse, mais ce silence était assourdissant. Ses pensées le dévoraient sans cesse, repassant les scènes qu'il avait menées là. La chute de Luna, le sang sur le sol, les cris de Suzanne, les mots du juge. Il savait que c'était le dernier jour de sa vie. Lorsqu'il entendit les pas lourds résonner dans le couloir, il se leva lentement. Il n'y avait nulle part où fuir, aucune possibilité de se battre. La fin était là, et il devait l'affronter. Les gardiens arrivèrent, arborant des expressions neutres, presque mécaniques, comme s'il ne s'agissait que d'une procédure de routine. L'un d'eux hocha la tête en direction de Noah et dit, d'une voix ferme mais dénuée d'émotion. « C'est l'heure, Noah Carter. Préparez-vous. » Les mots tombèrent comme une sentence finale, même si le verdict avait été prononcé des semaines plus tôt. Noah ne répondit pas, il se contenta d'incliner légèrement la tête, un geste résigné de celui qui a déjà perdu tous ses combats. La porte de fer s'ouvrit dans un grincement sonore, et on le conduisit le long du couloir, les mains menottées, les pieds lourds, traînant comme si chaque pas était un combat contre la gravité. Le bruit des bottes des gardiens résonnait, emplissant l'espace vide autour d'eux. Noah essaya de respirer profondément, mais l'air semblait pesant, comme si l'environnement lui-même était contre lui. Lorsqu'il atteignit la salle d'exécution, l'atmosphère lui parut encore plus froide et impersonnelle qu'il ne l'avait imaginé. De vives lumières illuminaient le centre de la pièce, mettant en évidence la chaise électrique qui l'attendait. La vue de cette chaise lui causa un frisson, il sentit ses genoux faiblir, mais il se força à avancer. Elle était simple, fonctionnelle, mais à ses yeux elle semblait un symbole grotesque d'une condamnation qu'il ne méritait pas. On le mena jusqu'à la chaise et il s'y assit d'un mouvement raide, presque automatique, comme si son corps était déconnecté de son esprit. On lui ôta les menottes uniquement pour qu'il puisse être attaché solidement aux accoudoirs, mains et jambes immobilisées. Chaque sangle resserré ressemblait à une sentence définitive, une affirmation qu'il n'y aurait pas d'échappatoire. « Reste immobile et ne bouge pas », fit l'un des gardiens en ajustant la dernière sangle. Noah leva les yeux et aperçut, de l'autre côté d'une vitre, sa femme et ses enfants. L'impact de cette vision fut dévastateur. Le visage de sa femme était trempé de larmes, ses épaules secouées par des sanglots qu'elle tentait de maîtriser. Ses enfants, encore si jeunes, le regardaient avec des expressions de peur et de confusion. Ils ne comprenaient pas pourquoi cela se produisait, ils savaient seulement qu'ils étaient sur le point de perdre leur père. Noah ressentit une vague de douleur l'envahir, plus intense que tout ce qu'il avait pu ressentir jusque-là. Il voulut parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Je suis désolé », murmura-t-il, sachant pourtant qu'il ne pouvait l'entendre. Il voulait leur demander pardon, leur dire qu'il les aimait, mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était les fixer, tentant de graver dans sa mémoire chaque détail de leur visage. Un employé de la prison s'approcha alors, tenant un papier, et entama l'explication de la procédure d'une voix monotone, presque insensible. « Noah Carter, vous avez été condamné à mort pour meurtre au premier degré. Votre exécution sera rapide et sans douleur. La décharge électrique interrompra les fonctions de votre cœur en quelques secondes. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. » Les mots étaient aussi froids que le métal de la chaise, et Noah sentit son estomac se nouer. Comment pouvait-on dire cela avec un tel détachement? Il ne répondit pas, il n'y avait rien à ajouter. À la place, il concentra son regard sur sa famille, absorbant chaque seconde de cet instant. La douleur lisible dans les yeux de sa femme était presque insupportable, mais il savait qu'il devait l'affronter, fût-ce le dernier acte de courage dont il était encore capable. Les gardiens placèrent les électrodes sur sa tête d'un geste sûr, ajustant la coiffe métallique avec soin, mais sans délicatesse ni compassion. Noah sentit le poids de l'objet appuyé sur son crâne, le froid le pénétrer jusqu'au plus profond, comme si le métal cherchait à fusionner avec son âme. Chaque mouvement des gardiens paraissait amplifié, les sons résonnaient de manière oppressante dans cette pièce silencieuse. Il entendit le cliquetis métallique des attaches qu'on bouclait, le grincement des sangles qu'on resserrait, et chaque bruit sonnait comme un prélude inéluctable à sa mort. Il tenta de contrôler sa respiration, mais l'air semblait plus lourd à chaque seconde, tandis que l'atmosphère s'alourdissait d'une tension presque palpable. Noah demeura immobile, mais son esprit, lui, bouillonnait, luttant contre la réalité cruelle qui l'entourait. Il ferma les yeux en sentant les sangles enserrer ses bras et ses jambes, comme s'il était absorbé par la chaise, avalé par un monstre sans visage matérialisant la condamnation ultime.
Son esprit commença à s'évader de cet endroit, cherchant un refuge dans les souvenirs d'une vie qui lui semblait désormais appartenir à un autre. Il se remémora le jour où il avait tenu son premier enfant dans ses bras, ressentant la chaleur et la fragilité de ce petit corps tandis que les larmes de joie coulaient le long de ses joues. Il se souvint du sourire radieux de sa femme à l'autel, lorsqu'ils échangèrent leurs vœux d'amour éternel, un amour qui paraissait alors inébranlable face à toutes les épreuves. Des images de dimanches ensoleillés au parc lui revinrent, les rires de ses enfants résonnant alors qu'ils couraient et jouaient sans se soucier de rien. Pendant un bref instant, il crut presque sentir l'odeur de l'herbe et la chaleur du soleil sur sa peau. Mais ces heureux souvenirs furent rapidement balayés par les ténèbres du présent. Il revit Luna allongée sur le sol, le sang se répandant autour d'elle, et entendit l'écho du cri de Suzanne, l'accusant sans pitié. Les images se succédèrent dans son esprit, formant un collage cruel de joie et de souffrance, jusqu'à ce que le remords s'empare de lui. Et si j'avais fait quelque chose différemment? Et si je l'avais empêché? Et si je ne lui avais jamais donné ce trajet? Les questions le hantaient, tournoyant dans son esprit comme un tourbillon incontrôlable. Noah sentit les larmes brûler ses yeux, mais il se refusa à les laisser couler. Il ne voulait pas que ses enfants, de l'autre côté de la vitre, voient sa faiblesse. En face, sa femme, incapable de contenir plus longtemps son désespoir, cria de toutes ses forces. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Il est innocent. Vous êtes en train de tuer un homme bon. » Sa voix trancha l'air comme un couteau, pleine de douleur et de supplication, mais elle ne reçut aucune réponse. Les gardiens demeurèrent de marbre, comme si cette scène était un banal épisode de leur quotidien. Pourtant, le cri résonna dans l'esprit de Noah, qui tourna la tête autant qu'il put, tentant de capter le regard de sa femme. Il ne pouvait pas toucher son épouse ni ses enfants, mais il voulait qu'ils sachent qu'au seuil de la mort, son amour pour eux demeurait immense. « Je vous aime », articula-t-il, lentement et avec soin pour qu'elle puisse lire sur ses lèvres. Son épouse plaqua les mains contre la vitre, les larmes inondant son visage, tandis que les enfants, terrifiés, essayaient de la soutenir, s'agrippant les uns aux autres. C'était une scène déchirante, et Noah sentit son cœur se briser une nouvelle fois. Il aurait aimé hurler qu'il était désolé, qu'il regrettait de ne pas pouvoir les protéger à l'avenir, mais il savait que ces mots ne franchiraient pas la vitre. Il ne leur restait qu'un ultime échange de regards, chargé de remords, d'amour et de la certitude que, même face à la mort, perdre sa famille était la pire des tragédies. « Nous sommes prêts », annonça alors l'opérateur de la chaise électrique d'un ton glacial et efficace. Il se tourna vers le directeur de la prison, qui acquiesça d'un signe de tête autorisant l'exécution. L'opérateur posa la main sur le bouton tandis que Noah fermait les yeux, tentant de contrôler la vague de panique prête à l'engloutir. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine, et il sentait la sueur qui perlait sur son front, se mêlant à la froideur du casque métallique. Il savait que la décharge serait brève, mais ces secondes avant l'impact lui semblèrent s'étirer infiniment, chacune d'elles chargée d'une attente oppressante. De l'autre côté de la vitre, sa femme sanglotait de plus belle, ses enfants l'appelant de leur voix étouffée par la barrière de verre. Chaque son se mêlait, formant une cacophonie de douleur et de désespoir. Noah garda cependant les yeux fermés, cherchant à s'accrocher à ses souvenirs les plus heureux. Il voulait que sa dernière vision soit celle de sa famille souriante, et non cet instant terrifiant. Quand le bouton fut finalement enfoncé, un bourdonnement aigu envahit la pièce, et Noah retint son souffle, attendant l'impact censé mettre un terme à son existence. Mais l'impact ne vint pas. Le bourdonnement cessa soudain, laissant un silence pesant, comme si le monde s'était figé pour observer la scène. Noah ouvrit lentement les yeux, déconcerté, tandis que les gardiens échangeaient des regards tout aussi perplexes. L'opérateur s'affairait autour du panneau de commande, ajustant fébrilement les réglages. « La chaise a failli, monsieur », annonça-t-il d'une voix légèrement tremblante, comme s'il avait du mal à croire ses propres paroles. Le directeur de la prison fronça les sourcils, manifestement irrité. « Comment est-ce possible ? Réparez-la immédiatement », ordonna-t-il, la tension dans sa voix trahissant son malaise face à cet imprévu. Noah cligna des yeux à plusieurs reprises, essayant de comprendre. Il était toujours vivant. Il pouvait encore sentir le poids oppressant du casque en métal, les sangles qui le ceinturaient et la sueur glacée le long de son front. Son souffle était court, presque rauque, et il entendait les murmures des gens autour de lui comme si un voile étouffait tous les sons. Il aurait dû être mort. On avait pressé le bouton, enclenché le processus, et pourtant, il respirait toujours. Comme si le destin, défiant toute logique, avait interrompu le cours naturel des choses. Noah ignorait ce que cela signifiait, mais à cet instant précis, le fait d'être en vie était tout ce qui comptait.
De l'autre côté de la vitre, sa femme porta les mains à sa bouche dans un geste d'effroi pur, ses yeux écarquillés, essayant de réaliser ce qui venait de se passer. « Il est vivant », murmura-t-elle presque imperceptiblement, la voix brisée par des sanglots qui ne cessaient de couler. Ses enfants, cramponnés à elle, pleuraient à chaudes larmes, leurs frêles épaules secouées par l'intensité de leurs sanglots, mais une étincelle nouvelle naissait dans leurs yeux. L'espoir, une émotion qu'on leur avait volée des semaines auparavant, refaisait surface, timide mais bien réelle. C'était comme si un miracle se produisait sous leurs yeux, chose inimaginable en ce jour qui semblait le plus cruel de tous. Noah sentait son cœur battre à tout rompre, si violemment qu'il peinait à penser clairement. Son corps restait ligoté à la chaise, le casque bien arrimé sur son crâne, mais il ressentait chaque pulsation avec une intensité quasi irréelle. La chaise, symbole de sa condamnation, avait failli dans l'instant crucial, et il ne pouvait s'empêcher de chercher un sens à cela. Était-ce simplement une panne technique, ou y avait-il une force plus grande à l'œuvre? Il l'ignorait, mais il comprenait que cet instant était précieux, qu'une seconde chance, si infime soit-elle, se trouvait devant lui. À nouveau, il leva les yeux, en quête du regard de sa famille. Le visage de sa femme laissait transparaître un mélange de choc et de soulagement, mais ses yeux étaient rivés sur les siens, lui insufflant une force muette et un amour inconditionnel. Ses enfants, toujours effrayés, l'observaient aussi, comme s'il peinait à croire qu'il fût encore là, vivant, les regardant. Noah éprouva alors une immense gratitude. Le désespoir, cependant, ne l'abandonnait pas. Il savait que ce sursis n'était pas la fin de son supplice, juste un bref répit dans un combat sans espoir. Pourtant, il s'agrippait de toutes ses forces à ce répit. Tant qu'il était en vie, même si le monde entier se dressait contre lui, il subsisterait une chance, aussi minime fût-elle, de prouver son innocence, de reconquérir sa liberté, de regagner tout ce qu'il avait perdu. Et Noah se promit de ne pas laisser passer cette chance. Même enchaîné, même maintenu sur cette chaise, un feu se rallumait en lui, non seulement l'instinct de survie, mais aussi l'étincelle de l'espoir, la force que l'on ne trouve qu'en ayant tout à perdre. La défaillance de la chaise électrique changea la donne. Le chaos, dans la salle d'exécution, fut rapidement contenu par les protocoles de la prison, mais la tension restait palpable. Le directeur, irrité et désemparé, décréta la suspension provisoire de la procédure. Ramenez le prisonnier dans sa cellule, le temps qu'on tire cette affaire au clair, ordonna-t-il d'une voix impérieuse, tentant de garder contenance malgré la confusion ambiante. Noah fut alors libéré de la chaise électrique, son corps encore endolori, son esprit tentant d'assimiler ce qui venait de se produire. Les gardiens le ramenèrent le long du couloir sombre, le bruit des pas résonnant sur le béton brut. Il ne savait que penser de ce sursis inespéré, mais il saisit cette maigre lueur d'espoir dans le cauchemar qu'il vivait. De retour dans sa cellule, Noah s'assit sur le petit banc de bois, l'esprit en proie à un tourbillon de pensées. Il était épuisé, aussi bien moralement que physiquement, mais une faible flamme d'espoir brûlait encore dans sa poitrine. Pourquoi la chaise a-t-elle failli? Est-ce un signe? Ai-je le temps de tout changer? Se demandait-il, en fixant les barreaux qui le séparaient de la liberté. Le souvenir de sa femme et de ses enfants, de l'autre côté de la vitre, lui restait en mémoire, et il savait qu'il ne pouvait pas renoncer, pas maintenant. Pourtant, enfermé dans cet espace froid et exigu, il se sentait impuissant, incapable de prouver son innocence ou de se battre pour la vérité. Pendant ce temps, au dehors, un combat pour sauver Noah continuait de façon imprévue. Jones, son fils de 13 ans, ne pouvait plus supporter de voir son père dans cette situation. Il était convaincu de l'innocence de Noah, il le ressentait viscéralement, mais il ignorait comment le prouver. Les sourcils froncés et les poings serrés, Jones décida d'agir. Il ne pouvait se contenter d'attendre en spectateur. Si personne ne se bat pour mon père, alors c'est à moi de le faire, se dit-il. Sans un mot à sa mère, dévastée par les événements, Jones prit son sac à dos et quitta la maison, avec un seul but, découvrir la vérité. La première étape de Jones fut la maison de Suzanne, la mère de Luna. Il savait qu'elle avait été témoin cette nuit-là et avait besoin de comprendre ce qu'elle avait réellement vu. En approchant de la porte de la modeste demeure, il sentit son estomac se nouer, mais frappa fermement, tâchant de paraître plus sûr de lui qu'il ne l'était. Suzanne ouvrit, l'air surpris et un brin agacé. « Qu'est-ce que tu veux, gamin ?» fit-elle d'une voix lasse et sévère. Jones prit une profonde inspiration, essayant de ne pas se laisser intimider. « Je suis le fils de Noah Carter », lança-t-il d'un ton résolu, malgré sa nervosité. « J'ai besoin de vous parler de ce qui est arrivé à Luna. » Suzanne leva les yeux au ciel, visiblement excédée. « J'ai déjà tout dit à la police », répliqua-t-elle avec impatience.
J'ai entendu les coups de feu, en sortant, ma fille était morte devant ma porte. Et qui était là, les mains couvertes de sang? Ton père. C'est évident que c'était lui. Jones sentit un pincement au cœur, mais refusa d'abandonner. Mais vous n'avez vu personne d'autre? Vous n'avez rien entendu d'autre, quelque chose qui prouverait que ce n'était pas lui? Insista-t-il, à l'affût du moindre détail. Suzanne ricana, passablement agacée. Écoute, gamin, j'ai vu ce que j'ai vu. Ta famille devrait avoir honte de défendre un meurtrier. Maintenant, dégage avant que je perde patience. Elle avança vers lui d'un air menaçant. Jones hésita, mais un détail attira son regard. Dans un coin de la pièce, il vit une liasse de billets, partiellement dissimulée par un tissu. Les yeux de Jones s'écarquillèrent. D'où vient cet argent? Demanda-t-il en désignant la table. Le visage de Suzanne se figea, son expression se durcissant instantanément. Ça ne te regarde pas, aboya-t-elle en se plaçant devant la table pour bloquer sa vue. T'as pas le droit de venir ici m'accuser de quoi que ce soit. Maintenant, fiche-moi le camp avant que j'appelle la police. Sa réaction était si violente que Jones comprit aussitôt que quelque chose d'anormal se tramait. Il n'eut pas le temps d'en savoir plus. Suzanne lui saisit le bras et le repoussa dehors avec force. Reste à l'écart, et dis à ta famille d'arrêter de défendre le coupable, hurla-t-elle avant de claquer la porte. Jones resta quelques instants devant la maison, le souffle court, le cœur tambourinant. Il savait qu'il avait vu juste, Suzanne cachait quelque chose. D'où vient cet argent, et pourquoi est-elle si nerveuse quand on l'évoque, songea-t-il en s'éloignant. Le cœur battant la chamade, il se sentait pourtant plus proche de la vérité, même s'il n'avait pas toutes les réponses. En errant dans les rues, il se promit de ne pas s'arrêter tant qu'il n'aurait pas compris ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Même si personne ne le croyait, même s'il n'était qu'un enfant, il savait qu'il devait continuer de se battre pour son père. Jones poursuivit son enquête acharnée, se heurtant à l'indifférence et aux portes closes, mais la détermination l'habitait plus que jamais. Il ne parvenait pas à oublier l'argent entreaperçu chez Suzanne, ni la panique dans son regard. Elle ment, se répétait-il. Il était certain qu'elle dissimulait la vérité. Alors qu'il se creusait la tête à la recherche d'un indice, il remarqua une voiture de police garée devant un café. Son cœur s'emballa. Hésitant, il prit tout de même son courage à deux mains et s'approcha. Il aperçut un officier qui sortait du café, l'air las et tenant un gobelet de café fumant. Son visage semblait moins fermé que ceux des autres policiers croisés par Jones. « Excusez-moi, monsieur, » dit Jones, tâchant d'afficher une assurance qu'il ne ressentait pas vraiment. Le policier, surpris, fronça les sourcils en le voyant. « Qu'est-ce qu'il y a, gamin? Tu es perdu? »« Non, monsieur. Je m'appelle Jones Carter. Mon père, c'est Noah Carter, l'homme accusé d'avoir tué Luna Williams. » Le policier s'immobilisa, posant sur l'adolescent un regard attentif. « Carter? C'est donc toi, son fils? » « Oui, » répondit Jones, tentant de garder une voix ferme. « Je sais qu'il est innocent. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. » L'officier poussa un long soupir, grattant sa tête, manifestement mal à l'aise. « Écoute, gamin, je ne devrais peut-être pas te dire ça, mais cette affaire m'a toujours semblé bizarre. » Il se pencha légèrement vers Jones, comme pour éviter d'être entendu. Le garçon sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que vous voulez dire? » demanda-t-il, plein d'espoir. Le policier jeta un coup d'œil autour de lui avant de poursuivre. La fille de Luna, Suzanne, avait souscrit une police d'assurance vie importante. Et la seule bénéficiaire, c'est sa mère, Suzanne. Je ne dis pas que ça prouve quoi que ce soit, mais j'ai toujours trouvé étrange qu'elle touche autant d'argent juste après le meurtre de sa fille. Jones resta figé, tentant d'assimiler l'information. « Une assurance vie ?» répéta-t-il, incrédule. « Et personne n'a enquêté là-dessus? Personne n'a trouvé ça suspect? » Le policier secoua la tête, l'air contrarié. « Parfois, les choses ne sont pas simples, gamin. Suzanne a raconté une histoire qui collait avec les preuves, et ton père s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a été jugé beaucoup trop vite. Peut-être que tout ça n'est qu'une coïncidence, mais ça n'a jamais quitté mes pensées. » L'officier recula ensuite, comme s'il se rendait compte qu'il en avait déjà trop dit. « Ne va pas faire de bêtises, gamin. Ce n'est pas une affaire pour un enfant. Rentre chez toi et laisse les adultes gérer ça. » Et sur ces mots, il remonta dans sa voiture et s'en alla. Jones demeura planté là, le cœur battant la chamade, tentant de mettre de l'ordre dans ses idées. Il venait d'apprendre qu'une forte somme d'argent était en jeu. La liasse de billets aperçus chez Suzanne prenait tout son sens. « Elle cache quelque chose. »
songea-t-il, les poings serrés. Et personne ne s'en rend compte. Sachant que le temps lui était compté, il résolut d'aller parler à sa mère pour lui confier ses découvertes. Quand il rentra chez lui, l'atmosphère était lourde, oppressante. Sa mère était assise sur le canapé, les yeux bouffis et rouges d'avoir trop pleuré. Elle leva le regard à son arrivée, mais son expression restait vide, comme si elle n'avait plus la force de demander où il était passé. Jones s'approcha d'elle, avec prudence. « Maman, j'ai découvert quelque chose sur la mère de Luna. » Sa mère poussa un soupir, secouant la tête. « Jones, s'il te plaît. Je n'y arrive plus. Ton père ? » Son exécution a été reprogrammée. « C'est pour demain, chuchota-t-elle presque, sa voix brisée. Le monde de Jones s'écroula. Demain. Il n'avait plus de temps. Ses mains se mirent à trembler, mais il tenta de se maîtriser. « Maman, écoute-moi. Luna avait souscrit une assurance vie, et Suzanne en est la bénéficiaire. Il y a de l'argent caché chez elle. Quelque chose ne va pas, j'en suis sûr. » Il avait presque crié. Mais sa mère secoua la tête, les yeux se remplissant à nouveau de larmes. « Jones, on a déjà perdu. Il n'y a plus rien à faire, murmura-t-elle. Une colère mêlée de désespoir envahit Jones, mais il ne lâcha pas. Il savait que pour sauver son père, il allait devoir poursuivre seul. La nuit tomba comme un voile funeste. Jones sentit l'adrénaline se propager dans ses veines lorsqu'il sortit discrètement par la porte de derrière. Sa mère, éreintée et anéantie par le cauchemar vécu dans la journée, s'était endormie sur le canapé. Profitant de son sommeil, Jones prit son sac et s'éclipsa sans faire de bruit. Elle ne l'aurait jamais laissé partir s'il l'en avait informé, mais attendre n'était plus une option. Demain, il sera trop tard, se répéta-t-il en courant dans les rues désertes vers la prison où se trouvait son père. Le chemin lui parut interminable sous le couvert de la nuit. L'obscurité alourdissait encore davantage son angoisse, et chaque ombre projetée par un réverbère se révélait un obstacle à surmonter. Son cœur battait à tout rompre, et il craignait de s'effondrer à tout instant, mais il continuait d'avancer. Il n'avait pas de plan précis, seulement un désir impérieux de voir son père une dernière fois, de comprendre ce qui se passait, peut-être, de trouver un moyen de l'aider. « Je ne peux pas le laisser mourir sans tout tenter », se répétait-il, comme un mantra. Lorsqu'il parvint devant la prison, John s'était essoufflé, le visage rougi et couvert de sueur. Il leva les yeux vers l'imposant bâtiment de béton, éclairé par de puissants projecteurs, et sentit un frisson de peur le traverser. Ce lieu ressemblait davantage à une forteresse qu'à un centre voué à la justice. Il prit une longue inspiration et s'approcha du portail principal, où deux policiers discutaient, l'air détendu. À la vue du garçon, ils échangèrent un regard surpris avant que l'un d'eux ne s'avance. « Qu'est-ce que tu fais là, gamin, à une heure pareille ?» demanda le policier d'un ton sec. Jones déglutit, mais se tint droit, décidé. « S'il vous plaît, je dois voir mon père. C'est non à Carter. Il doit être exécuté demain. Je veux juste le voir une dernière fois. J'ai besoin de lui parler. » Les policiers se consultèrent du regard. Le premier s'apprêtait à refuser, mais l'autre posa une main sur son épaule et chuchota quelque chose que Jones n'entendit pas. Après un court échange, le premier poussa un soupir et ouvrit le portail. « D'accord, gamin. Tu as 10 minutes, pas plus. Pas d'histoire, compris ?» Il appela alors un gardien pour escorter Jones à la cellule de son père. Soulagé et pris d'angoisse, Jones suivit le gardien dans les couloirs gris et froids de la prison. Le claquement des bottes résonnait contre les murs, renforçant l'atmosphère oppressante. Jones scrutait chaque recoin, tentant de graver dans sa mémoire chaque détail, comme si cela pouvait l'aider à saisir l'ampleur de la situation. Enfin, ils atteignirent une cellule. Le gardien jeta un coup d'œil à Jones avant de prendre un trousseau de clés à sa ceinture. « C'est ici, dit-il en tournant la clé dans la serrure. Mais en ouvrant la porte, quelque chose d'inattendu se produisit, la cellule était vide. Jones se figea, le regard rempli de stupeur. Il détailla l'intérieur sombre, s'attendant à voir son père assis sur le lit ou adossé au mur. Pourtant, il n'y avait personne. Le lit était fait au carré, le sol était net et les barreaux intacts, comme si la cellule n'avait jamais été occupée. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» balbutia Jones, presque inaudiblement. Le gardien, tout aussi surpris, fronça les sourcils en scrutant la cellule. « Ce n'est pas normal. Il était ici. Il devrait être ici, lança-t-il en pénétrant dans la cellule, conscient toutefois qu'il n'y avait nulle part où se cacher. Jones se mit à respirer plus vite, sa peur grandissant. « Où est mon père ? Il ne peut pas juste avoir disparu. »
s'écria-t-il, la voix éraillée d'inquiétude. Le gardien saisit aussitôt sa radio et appela du renfort, son ton trahissant l'urgence de la situation. Attention, j'ai besoin d'une confirmation immédiate sur la localisation du détenu Noah Carter. Il n'est pas dans sa cellule, je répète, il n'est pas dans sa cellule. Les minutes qui suivirent furent frénétiques. D'autres gardiens affluèrent, courant dans les couloirs, vérifiant registres et cellules. Jones observait, le cœur tambourinant, de plus en plus déboussolé. Il s'est évadé? Mais comment? Il était là, pensait-il, la tête en ébullition. Rien ne faisait sens. Ça n'a aucun sens, marmonna-t-il pour lui-même. Le gardien qui l'avait accompagné revint, visiblement troublé. Gamin, je ne sais pas comment c'est possible, mais il semble que ton père se soit échappé. Jones éprouva une onde de soulagement mêlé d'angoisse. D'un côté, son père n'était plus sur la sellette pour l'exécution. De l'autre, une traque allait démarrer, et les autorités le pourchasseraient sans pitié. Mon père ne s'évaderait pas sans raison. Ce n'est pas son genre. Il essaie sûrement de prouver son innocence. Ou alors, il se passe autre chose de bien plus grave, réfléchit-il, sentant naître en lui une détermination nouvelle. Il reporta son attention sur le gardien, les yeux brillants d'un mélange de crainte et d'espoir. Il faut que j'aide mon père. Il faut que je découvre ce qui s'est passé, dit-il d'une voix qui se voulait ferme, malgré son jeune âge. Le gardien le dévisagea un instant, visiblement déchiré entre son devoir et l'envie d'écouter ce garçon. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix à la radio interrompit ses pensées. Prisonnier Noah Carter confirmé introuvable dans toutes les zones de la prison. Toutes les unités, commencez immédiatement la recherche à l'extérieur, dit la voix, chargée de tension. Le gardien poussa un soupir et posa la main sur l'épaule de Jones. Gamin, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais tu dois rentrer chez toi. Laisse-nous nous en occuper, dit-il, essayant de paraître rassurant, bien que son expression ait trahi son incertitude. Mais Jones n'était pas prêt à abandonner. Il savait que si son père s'était évadé, c'était parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Et si Noah était dehors à affronter un monde qui le considérait déjà coupable, il aurait besoin d'aide. Je vais découvrir ce qui s'est passé, papa, pensa Jones en quittant la prison le cœur lourd, mais déterminé à poursuivre son combat pour la vérité. L'aube apporta à la fois détermination et anxiété pour Jones. Il n'avait pas dormi, l'esprit occupé à essayer de reconstituer le puzzle. Quelque chose en lui disait que la clé pour sauver son père se trouvait chez Suzanne, la mère de Luna. Bien que les réponses ne fussent pas claires, il savait qu'il devait y retourner. Le cœur battant et les poings serrés, Jones se rendit à la modeste maison, mais quelque chose attira son attention dès son arrivée. Ce n'était plus la même demeure humble qu'il avait visitée auparavant. Dehors, Jones vit un camion garé avec de grandes boîtes semblant contenir des objets coûteux. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre et aperçut des meubles neufs, des rideaux luxueux et même un énorme vase décoratif qui paraissait déplacé. Son estomac se noua en voyant cela. D'où vient tout ça? N'a-t-elle pas dit qu'elle avait du mal à surmonter la mort de sa fille? Comment a-t-elle pu acheter toutes ces choses si rapidement? Pensa-t-il en serrant la mâchoire, incapable d'ignorer ses soupçons. Jones prit une profonde inspiration, sortit son téléphone portable de sa poche, les mains tremblantes, appela la police. Lorsque la ligne répondit, il expliqua rapidement ce qui se passait, omettant le fait qu'il n'avait que 13 ans. « Vous devez venir, il y a quelque chose qui ne va pas », dit-il, avec une détermination qui le surprit lui-même. Quelques minutes plus tard, une voiture de police arriva devant la maison. 2 agents à l'air sérieux en descendirent, tandis que Suzanne, qui se tenait à la porte, les observait avec un mélange de surprise et de nervosité. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle en croisant les bras, alors que les policiers s'approchaient. Jones, caché à l'extérieur, entendit l'un des agents dire « Nous avons reçu un signalement et devons vous poser quelques questions, Madame Williams. Pourriez-vous nous accompagner un instant ?» Suzanne hésita, mais finit par accepter. Tandis que les agents entraient dans la maison, elle les suivit d'un pas tendu. À l'intérieur, les policiers remarquèrent rapidement les objets de luxe dispersés dans le salon. L'un d'eux fronça les sourcils et demanda « Madame, pourriez-vous expliquer d'où viennent toutes ces choses? Ces meubles ont l'air neufs. » Suzanne poussa un soupir, essayant de conserver son calme. « J'ai utilisé une partie de l'assurance vie de ma fille. Ce n'est pas un crime, n'est-ce pas? Elle avait une assurance, maintenant, j'essaie de reprendre ma vie en main. » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. L'autre agent fit une pause et reprit. « Cette assurance vie, pourriez-vous nous montrer les documents ?» Suzanne se dirigea vers un tiroir, l'ouvrit et en sortit quelques papiers qu'elle tendit aux agents.
L'un d'eux commença à les examiner attentivement, tandis que l'autre observait Suzanne. « Intéressant, dit-il après quelques minutes. Vous êtes l'unique bénéficiaire de cette assurance vie et il semble qu'elle ait été créée seulement quelques mois avant la mort de votre fille, c'est bien ça ?» Suzanne déglutit avec difficulté, la nervosité se lisant sur son visage. « Oui, mais ça ne veut rien dire. J'ai fait ça pour assurer son avenir, et ensuite, eh bien, il est arrivé ce qui est arrivé, répondit-elle, des larmes coulant maintenant sur ses joues. Les agents échangèrent des regards, toujours méfiants. Madame Williams, nous devons être directs. Quelqu'un pourrait y voir un mobile pour un acte grave, dit l'un des policiers, pesant soigneusement ses mots. Les yeux de Suzanne s'écarquillèrent, choqués par cette suggestion. Comment pouvez-vous dire ça? J'aimais ma fille, je ne ferai jamais une chose pareille. Vous n'avez aucune idée de ce que je traverse. Cria-t-elle, la voix étranglée par la douleur. Le désespoir dans ses paroles semblait sincère, et les agents adoucirent légèrement leur ton. Nous ne vous accusons pas, madame, nous examinons simplement toutes les possibilités. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve d'autre chose que cette assurance, qui est en règle, mais nous devons continuer à vérifier, expliqua l'un des policiers. Pendant ce temps, Jones, qui était resté dehors, sentait la frustration grandir à chaque minute. Il voyait les agents parler à Suzanne par la fenêtre, mais avait l'impression qu'ils n'allaient pas au fond des choses. Ils vont la croire et abandonner, alors qu'il y a quelque chose qui cloche, je le sais, pensa-t-il en serrant les poings. Chaque fibre de son être lui criait qu'il y avait plus dans cette histoire, quelque chose que personne ne voyait. Déterminé à trouver un indice, il décida d'explorer les alentours de la maison par lui-même, laissant l'attention et le soupçon guider ses pas. Le jardin derrière la maison était négligé, presque abandonné. L'herbe haute et désordonnée recouvrait une bonne partie du terrain et cachait de petits objets disséminés sur le sol. Un vieux tuyau enchevêtré, un pneu usé, des morceaux de bois en décomposition humide. L'air était lourd et humide, et chaque mouvement de Jones brisait le silence de l'endroit d'un doux bruit de feuilles sèches sous ses pas. Il scrutait les environs, le regard aux aguets, cherchant tout ce qui pourrait sembler anormal. Son cœur battait la chamade, plus à cause de l'anticipation de trouver quelque chose que par peur. À chaque pas, il s'enfonçait davantage dans la végétation, tandis que la maison s'éloignait légèrement. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'inhabituel près d'une vieille clôture rouillée, partiellement recouverte par les herbes hautes. Il y avait un petit tas de papier froissé et déchiré. Cette vision le fit s'arrêter net. Le contraste entre la blancheur encore perceptible du papier, malgré la saleté, et le décor négligé attira son attention comme un phare dans l'obscurité. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il sans s'en rendre compte, tout en s'agenouillant lentement pour mieux voir. Les papiers étaient déchirés en petits morceaux, comme si quelqu'un avait voulu détruire leur contenu avant de s'en débarrasser. Certains fragments étaient si froissés et sales qu'il était difficile de les manipuler sans ressentir leur texture rugueuse et humide. Le tas semblait avoir été jeté là à la hâte, mêlé à des feuilles mortes et à la poussière. Jones jeta un coup d'œil autour de lui, s'attendant presque à voir surgir quelqu'un, mais le jardin demeurait vide et silencieux. Il se pencha davantage, tentant de mieux voir, mais hésita avant de ramasser le premier morceau. Sa respiration était lourde et son cœur battait si fort qu'il sentait la tension monter dans sa poitrine. Beaucoup de boue était illisible, tachée, déchirée, à tel point que des sections entières manquaient. Jones tenta d'en déplier certains, mais se rendit compte que les reconstituer s'apparentait à un puzzle. Malgré tout, il ne renonça pas. Quelque chose le poussait à continuer, comme si son intuition criait que ces papiers cachaient une vérité importante. Il retourna un des fragments pour mieux l'examiner, mais ne distingua rien de clair. Même sans comprendre ce qu'il avait sous les yeux, Jones sentait que ces morceaux pouvaient contenir des réponses dont personne n'avait conscience. Après avoir rangé soigneusement les bouts de papier dans son sac à dos, Jones retourna devant la maison, où la police interrogeait toujours Suzanne. Son esprit tournait à plein régime. Il était parvenu à assembler certains fragments et disposait maintenant de ce qui semblait être une preuve concrète. Quelqu'un réclamait de l'argent à Suzanne. Il avait pu lire clairement la phrase « Je veux ma part », ce qui l'avait à la fois inquiété et rassuré sur la justesse de ses soupçons. C'est peut-être la preuve dont ils ont besoin, pensa-t-il en s'approchant des agents. Jones interrompit leur conversation, la voix teintée d'une urgence palpable. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il en ouvrant rapidement son sac à dos pour montrer les papiers à l'un des policiers. Ils étaient dans le jardin, derrière la maison. « Regardez ça !» Les agents examinèrent attentivement les fragments. L'un d'eux fronça les sourcils en lisant les mots partiellement visibles, « Je veux ma part », répéta-t-il à mi-voix. L'autre,
plus expérimenté, leva les yeux vers Suzanne, qui paraissait désormais très nerveuse. « Madame Williams, pouvez-vous expliquer ce que sont ces papiers? Pourquoi ont-ils été jetés dans le jardin ?» demanda-t-il d'un ton plus sévère. Suzanne avait l'air perdue, ouvrant et refermant la bouche sans trouver les mots. « Je ne sais pas ce que sont ces papiers. Je ne les ai jamais vus, dit-elle en tremblant. Des larmes commencèrent à rouler sur son visage, et elle leva les mains en signe de défense. « S'il vous plaît, vous devez me croire, je n'ai rien fait. Ces papiers ne prouvent rien. » Elle semblait désespérée, mais les policiers n'avaient pas l'air convaincus. « Madame Williams, nous allons avoir besoin que vous nous accompagniez au poste pour un interrogatoire plus poussé, déclara l'un d'eux, la voix ferme. Suzanne se mit à sangloter, secouant la tête d'un air incrédule. « Je n'ai rien fait, j'aimais ma fille. Comment pouvez-vous penser ça de moi ?» lança-t-elle entre deux sanglots. Les policiers ne se laissèrent pas fléchir et l'un d'eux demanda des renforts pour assurer le transport. Tandis que Suzanne, entourée d'agents, paraissait de plus en plus agitée, un troisième policier, resté dehors, reçut un appel radio. Il écouta attentivement, puis rejoignit ses collègues. « Nous avons accès à une caméra de sécurité voisine », annonça-t-il pour interrompre la conversation. « Elle a peut-être capté quelque chose la nuit du crime. » La nouvelle fit réagir tout le monde. « Une caméra de sécurité ?» s'étonna l'agent tenant les papiers. « Ça change tout. Voyons ce qu'elle montre. » Le policier organisa rapidement l'accès à la vidéo. Suzanne, toujours en pleurs, continuait de nier toute implication, mais son trouble était évident. « Vous perdez votre temps, je vous ai déjà dit que je suis innocente », cria-t-elle, mais plus personne ne semblait disposé à l'écouter. Jones, debout à côté des agents, sentait son cœur s'emballer. « Allons-nous enfin savoir ce qui s'est passé ?» pensa-t-il, alors que les policiers allumaient le moniteur portable à l'intérieur de leur véhicule pour visionner les images. L'enregistrement commença, montrant la rue la nuit du crime. Les images étaient un peu granuleuses, avec parfois des interférences, mais assez claires pour distinguer certains détails. La rue n'était éclairée que par de rares réverbères, et des ombres dansaient sur les murs des maisons voisines. Un silence total régnait dans la pièce, tous les regards fixés sur l'écran. Les agents firent avancer la vidéo jusqu'à l'heure approximative de l'incident figurant dans le rapport initial. La tension était presque étouffante, chaque seconde ressemblant au tic-tac d'une horloge vers la vérité. Jones retint son souffle, son cœur battait si fort qu'il avait du mal à entendre autre chose. Les policiers, visage grave, restaient attentifs. Suzanne, elle, semblait pétrifiée, des larmes aux yeux, se mordant nerveusement les lèvres. Soudain, quelque chose apparut à l'écran. La caméra montrait le devant de la maison de Suzanne, le portail à gonds rouillés et le trottoir désert. Puis Luna apparut, se dirigeant vers la porte, semblant nerveuse. Peu après, la voiture de Noah se gara de l'autre côté de la rue. L'anxiété de Jones grandit en voyant son père en descendre. Noah paraissait calme et alla à la rencontre de Luna, qui semblait sur le point de parler. Ils se tenaient près de la porte et, à leur langage corporel, on devinait qu'ils avaient une conversation banale. Mais alors survint l'inattendu, une silhouette encapuchonnée sortit de l'ombre, près de la maison, avançant rapidement. Cette personne tenait un objet dans la main. Avant toute réaction possible, elle sortit une arme et tira sans hésiter. La caméra enregistra le flash du coup de feu. L'impact fit tomber Luna au sol, son corps s'effondrant lourdement. Le son de la détonation résonna dans l'enregistrement, malgré l'audio étouffé. Noah, choqué, se précipita auprès d'elle, comme il l'avait toujours raconté. Il s'agenouilla à ses côtés, essayant d'enrayer le sang qui commençait à se répandre. Ses mouvements trahissaient un profond désespoir. Les images montraient clairement sa tentative de la sauver, des gestes frénétiques d'une personne paniquée. La silhouette encapuchonnée s'enfuit aussitôt, courant de l'autre côté de la rue et disparaissant dans l'obscurité. La caméra réussit à capter une partie de la fuite de l'agresseur, mais il sortit vite du champ. L'enregistrement se concentra de nouveau sur Noah, qui paraissait crier quelque chose sans quitter Luna des yeux. Ses mains, couvertes de sang, n'étaient pas celles d'un meurtrier, mais d'un homme tentant désespérément de sauver une vie. Bientôt, Suzanne apparut à la porte, ses mouvements rapides et agités. On la voyait crier quelque chose, mais l'audio n'était pas suffisamment net pour distinguer ses paroles. Ce qui sautait aux yeux, c'est que Noah, sans arme ni attitude agressive, semblait sonner, submergé par l'horreur de la scène, tandis que Suzanne lui faisait des gestes, pointant du doigt avec panique. Les policiers restèrent silencieux quelques secondes après la fin de la vidéo, tant l'impact de ces images était fort. Noah disait la vérité depuis le début, il n'était pas le coupable.
La preuve était là, claire et indéniable. Jones sentit les larmes lui monter, un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement de voir la vérité enfin surgir, tristesse, car son père avait subi tant de souffrances en étant faussement accusé. Mon père disait vrai, pensa-t-il, alors qu'une larme solitaire coulait sur sa joue. Son cœur était lourd, mais empli d'un nouvel espoir. L'un des agents soupira, secouant la tête avec une certaine frustration, puis posa son regard sur Suzanne. Son visage, auparavant plein d'indignation et de nervosité, semblait désormais vidé de toute vitalité. Ses yeux, bien que grands ouverts, ne reflétaient plus la colère défensive, mais la confusion, la peur et un désespoir qu'elle ne cachait plus. Ses lèvres tremblaient comme si elle voulait dire quelque chose, sans y parvenir. Le policier l'observa encore un instant avant de se tourner vers Jones, le garçon qui se tenait toujours devant le moniteur, les yeux rivés à l'écran, comme à la recherche de réponses que la caméra ne lui avait pas apportées. « Il semble que quelqu'un ait essayé de piéger ton père », dit-il à Jones d'une voix grave. Il fronça les sourcils, se demandant sans doute lui aussi ce que cela signifiait. « Mais qui ?» La question resta en suspens, comme un nuage chargé d'électricité, impossible à dissiper. Suzanne, entendant ces mots, secoua la tête presque imperceptiblement, comme si elle se répétait que ce n'était pas vrai, sans avoir le courage de formuler la moindre défense. Jones, lui, resta silencieux, le regard fixé sur l'écran figé montrant son père agenouillé auprès de Luna. Il semblait revoir la scène en boucle, le désespoir de Noah, la fuite du tueur encapuchonné, l'effroi de Suzanne dans l'embrasure de la porte. Malgré toutes ces preuves, Jones savait qu'il manquait encore des pièces au puzzle. Qui était ce mystérieux homme encapuchonné? Pourquoi s'en prendre à Noah? Et surtout, pourquoi Luna avait-elle été la cible d'un acte aussi cruel? Les policiers commencèrent à échanger des propos à voix basse, planifiant la suite et analysant les informations dont ils disposaient. La tension était presque palpable, chaque mot pesait avec prudence. « Il va falloir étudier ces images plus en détail », dit l'un d'eux, tandis que l'autre approuvait d'un signe de tête. « Suzanne, vous allez nous accompagner au poste pour déposer une déclaration officielle », enchaîna-t-il. Le ton n'était pas accusatoire, mais l'autorité qu'il dégageait ne laissait pas place à la discussion. Pendant ce temps, Jones demeurait immobile, les poings serrés, ressentant le poids de toutes les dernières semaines. Pourtant, une flamme d'espoir s'était allumée en lui. Pour la première fois, il entrevoyait une lueur au bout du tunnel. La vérité, qui lui paraissait inatteignable, venait de se dévoiler. Son père était innocent. Cela dit, il s'agissait seulement d'un début. La caméra avait permis d'innocenter Noah, mais d'autres questions demeuraient. Qui était le vrai coupable, et pour quelle raison Luna avait-elle été tuée? Suzanne, de son côté, fondit en larmes. Les sanglots qui la prenaient n'étaient plus ceux de la colère ou de la défense, mais ceux d'une personne totalement perdue. « Je ne sais pas, je ne sais rien », murmura-t-elle faiblement, rompant enfin le silence. Sa voix était si faible qu'elle en était presque inaudible, mais la peine était bien réelle. « J'aimais ma fille, vous devez me croire, je ne comprends pas pourquoi tout ça se produit », répétait-elle, semblant se parler à elle-même autant qu'aux autres. Jones quitta enfin l'écran des yeux pour la regarder. Il éprouva un bref élan de compassion, vite balayé par la méfiance. Il se doutait que Suzanne taisait encore des choses, même si c'était par peur ou par ignorance. « Tu ne sais rien ?» lança-t-il, la voix plus assurée qu'il ne l'aurait cru possible. « Alors pourquoi étais-tu si nerveuse au sujet de ces papiers retrouvés dans le jardin? Et qui te demanderait de l'argent? Si tu n'as rien à cacher, aide-nous à découvrir qui a fait ça. » Le ton de Jones la fit tressaillir. Elle le fixa quelques secondes, comme en quête de courage pour parler, mais ne prononça pas un mot. Les policiers observaient la scène en silence, attendant eux aussi une explication. Suzanne se murait dans son silence, tandis que Jones repartait dans ses réflexions. Il repassait mentalement chaque détail. La caméra n'avait pas révélé l'identité de l'homme à la capuche, les papiers semblaient prouver un chantage ou une extorsion, et le statut de Suzanne en tant que bénéficiaire de l'assurance vie de Luna restait suspect. Les images montraient la fuite du tireur, sans son visage. Le mot trouvé dans le jardin indiquait qu'une autre personne était impliquée, sans doute poussée par un intérêt financier. Et, malgré les protestations de Suzanne, le fait qu'elle soit bénéficiaire de l'assurance de Luna ne faisait qu'alimenter les doutes. Les minutes suivantes furent remplies de murmures entre policiers et des sanglots étouffés de Suzanne. Jones, lui, était résolu. Il savait que tout ceci n'était qu'un début. Il avait la certitude qu'une intrigue plus vaste se jouait, pouvant changer le cours des choses. Et même s'il n'était qu'un garçon de 13 ans, il était déterminé à poursuivre jusqu'à ce que toute la vérité éclate.
Il possédait désormais quelque chose qui lui avait fait défaut jusque-là, l'espoir. Et c'était tout ce dont il avait besoin pour continuer à se battre. Alors que les policiers discutaient toujours des preuves et que Suzanne, en pleurs, restait assise, pétrie de confusion, la porte d'entrée s'ouvrit brutalement. Un autre officier apparut, tenant une tablette à la main, l'air grave. L'atmosphère, déjà tendue, s'alourdit encore. « J'ai quelque chose », annonça-t-il, attirant l'attention générale. Immédiatement, le silence se fit. Tous les regards se tournèrent vers lui et la tablette, comme s'il s'agissait d'un élément capital d'une vérité demeurée cachée. « C'est un enregistrement téléphonique », expliqua l'agent en branchant l'appareil à un haut-parleur. « Nous avons pu accéder au relevé téléphonique de Suzanne et découvrir cet appel précis. Vous devez l'entendre. » Suzanne leva lentement la tête, le visage blême. Les policiers se groupèrent autour du dispositif, et Jones, submergé d'anxiété, sentit son cœur battre à tout rompre. « Je ne sais pas de quel appel vous parlez », protesta Suzanne, la voix faible mais clairement nerveuse. L'officier ignora son objection et lança la lecture. Un silence de plomb s'abattit, comme si le temps s'était figé, puis l'enregistrement commença. Une voix d'homme, rude et directe, se fit entendre. « Tu hésites trop. Si tu veux l'argent, il faut que tu le fasses bientôt. » Un bref silence, puis une voix féminine, plus étouffée mais reconnaissable, c'était celle de Suzanne. « Je ne sais pas. C'est mal. Je ne sais pas si je peux faire ça. » Sa voix tremblait, mais il ne faisait aucun doute que c'était la sienne. La tension grimpa lorsqu'on entendit la suite. « Tu veux l'argent ou pas? Tout ce que tu as à faire, c'est qu'elle ne soit plus là. Tu as déjà l'assurance, il ne te reste qu'à faire ta part. » Le ton de l'homme était plus ferme, quasi impatient. Suzanne répondit, hésitante. « J'y réfléchirai. J'ai besoin de temps. » L'enregistrement s'arrêta là, et le silence qui suivit fut presque assourdissant. Chacun assimilait ce qu'il venait d'entendre. Suzanne, déjà nerveuse, parut sombrer dans la panique la plus totale. « Ça ne prouve rien. Vous ne comprenez pas le contexte. Cet enregistrement ne veut pas dire que j'ai fait quoi que ce soit. » s'écria-t-elle, cherchant en vain un soutien alentour. Les policiers, le visage fermé, la considéraient avec incrédulité. « Madame Williams », intervint l'un d'eux, d'une voix froide et autoritaire, « cet enregistrement montre clairement que vous envisagiez un acte criminel à l'encontre de votre fille. Vous avez dit avoir besoin de temps. Nous disposons de raisons suffisantes pour vous arrêter. » Il s'approcha pour passer les menottes à Suzanne, les posant sur la table dans un bruit sourd qui résonna dans la pièce. « Non, ce n'est pas moi. J'aimais ma fille. » hurla-t-elle, la voix déchirée par la détresse, pleurant de manière incontrôlable. Personne, cependant, ne la croyait plus. Les policiers la soulevèrent de sa chaise tandis qu'elle continuait de se débattre, ses sanglots résonnant dans la maison. « Vous faites erreur. Je suis innocente. » répétait-elle, mais ses mots semblaient vides face aux preuves accablantes. Jones assistait à la scène, partagé entre le choc et la tristesse. Il voyait la vérité se dévoiler, mais n'aurait jamais imaginé que Suzanne puisse être aussi directement impliquée. « Comment peut-on faire ça à sa propre fille ?» se demanda-t-il, choqué par ce qu'il venait d'entendre. Malgré le soulagement de voir son père sur le point d'être innocenté, la cruauté de la situation restait très dure à admettre. Alors que Suzanne était emmenée vers la voiture de police, Jones s'adressa à l'un des agents. « Alors, est-ce que cela veut dire que mon père va être libéré ?» demanda-t-il, la voix mêlant espoir et angoisse. Le policier hocha la tête, bien que son expression demeure grave. « Nous allons faire en sorte que justice soit rendue. Nous avons maintenant assez de preuves pour ouvrir le dossier de ton père et réexaminer sa condamnation. Mais il faut encore déterminer l'identité de l'homme dans l'enregistrement. » Jones observa la voiture de police s'éloigner en emportant Suzanne vers le commissariat. La vérité était enfin en train de surgir, mais il restait de nombreuses questions. Qui était cet homme au téléphone? Quel était son rôle dans toute cette histoire? Et que pouvait-il y avoir d'autre encore, dans l'ombre de ce plan macabre? Le combat n'était pas fini, mais, pour la première fois, Jones sentit qu'ils étaient sur la bonne voie pour libérer son père et découvrir la vérité. Les jours se transformèrent en semaines, puis 2 mois entiers s'écoulèrent. Malgré tous les efforts de la police pour retrouver Noah après sa mystérieuse évasion, aucune piste solide n'émergea. C'était comme s'il s'était volatilisé. Pendant ce temps, Jones vit l'espoir qui l'animait autrefois se réduire peu à peu. L'absence de son père, désormais déclaré innocent, était devenue une douleur constante. Même avec l'emprisonnement de Suzanne et la révélation du plan cruel qui avait coûté la vie à Luna,
le vide laissé par Noah paraissait impossible à combler. Jones passait de longues nuits à fixer le plafond, imaginant où pouvait être son père. Va-t-il bien? A-t-il peur? A-t-il abandonné? La dernière question le glaçait. Il essayait de repousser les pensées les plus sombres, mais l'absence prolongée devenait de plus en plus pesante. Sa mère aussi semblait ébranlée, bien qu'elle s'efforçât de rester forte pour lui. La maison, autrefois emplie de rires et de moments chaleureux, était plongée dans un silence oppressant. Une nuit, John s'était assis sur le canapé, le téléphone en main, tremblant. Il était tard, il tentait de se changer les idées en regardant la télévision, mais son esprit était ailleurs. Soudain, la sonnerie de son téléphone retentit dans la pièce silencieuse. Il sursauta et faillit le lâcher, tant l'appel était inattendu. Le numéro affiché lui était inconnu, et son cœur s'emballa. Qui pouvait appeler à cette heure-ci? Hésitant, mais poussé par une urgence inexplicable, il décrocha. « Allô » fit-il, presque en chuchotant. Un instant de silence, seulement troublé par une respiration lourde à l'autre bout. « Allô » répéta-t-il, plus fort, l'angoisse gagnant du terrain. C'est alors qu'une voix qu'il connaissait mieux que tout résonna. « Jones, c'est papa. » La main du garçon se crispa si fort autour du téléphone que ses doigts le faisaient souffrir. « Papa? C'est bien toi? Où es-tu? Que se passe-t-il? » demanda-t-il, la voix bouleversée par un mélange de joie et de détresse. De l'autre côté, il entendit de nouveau ce souffle lourd, puis la voix de Noah, presque inaudible. « Fils, j'ai besoin d'aide. Ils sont à ma poursuite. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Je vais t'envoyer quelque chose. Promets-moi de m'aider. » Jones sentit son cœur s'affoler. Il? Qui? Pourquoi Noah ne pouvait-il pas simplement rentrer maintenant qu'on avait prouvé son innocence? « Papa, où es-tu? J'arrive tout de suite. Dis-moi, insista-t-il, la voix tremblante. Mais Noah ne répondit pas immédiatement. On entendit un bruit sourd, comme si quelque chose était tombé par terre. « Fils, crois-moi. Je t'aime, et je suis désolé. » Et la ligne coupa brutalement. Jones demeura figé, le téléphone à l'oreille, attendant un retour de connexion, mais le silence s'éternisait. « Papa? Papa » hurla-t-il, sans obtenir de réponse. Il sentit les larmes couler sur son visage, tandis que son cœur se débattait entre la peur et l'incompréhension. Que se passe-t-il? Qui est à ses trousses? Pourquoi ne peut-il pas rentrer, maintenant que son nom est blanchi? Jones vérifia à nouveau l'écran en essayant de rappeler, mais le numéro n'existait plus. Comme si Noah avait téléphoné d'un endroit isolé ou d'un appareil jetable. Il éprouvait un mélange de soulagement et de panique. Soulagement, parce que son père était en vie. Panique, à cause de l'appel au secours qu'il venait d'entendre. Il se ressaisit aussitôt, comprenant qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Il essuya ses larmes, se leva d'un bond et sentit en lui une détermination nouvelle. Il ignorait où commencer, mais il ferait tout pour retrouver Noah et le ramener à la maison. « Je te sauverai, papa » murmura-t-il, comme une promesse à lui-même et à l'homme qui avait toujours cru en lui. Le combat était loin d'être terminé, mais il était plus près que jamais à l'affronter. Aussitôt après avoir raccroché, Jones courut dans la pièce où sa mère se trouvait. « Maman, papa a appelé. Il est vivant. » lança-t-il, les mots se bousculant sous l'émotion. Sa mère le dévisagea, à la fois confuse et incrédule. « Qu'est-ce que tu racontes, Jones? Comment a-t-il pu t'appeler » demanda-t-elle. Mais Jones ne perdit pas de temps en explications. Il attrapa son téléphone et composa rapidement le numéro de la police. « Je dois parler au détective qui s'occupe de l'affaire de mon père, » dit-il, l'urgence transparaissant dans sa voix, Après des minutes d'attente anxieuse, il parvint finalement à transmettre l'information au détective responsable. Il raconta l'appel et la voix de son père demandant de l'aide, en détaillant ce qu'il avait entendu. Il expliqua que son père était retenu par quelqu'un, sans fournir de détails. « Il faut que vous retraciez cet appel » supplia Jones. Le détective, bien que surpris par ce tournant soudain, répondit fermement. « Nous allons nous en charger, Jones. Laisse-nous retracer le numéro. Cela peut prendre quelques heures, mais nous ferons de notre mieux. » Pendant ce temps, Noah se trouvait dans un endroit inconnu, enfermé dans une pièce sombre. L'espace était exigu et faiblement éclairé, avec des murs en béton et seulement une petite fenêtre munie de barreaux. Noah était assis sur une vieille chaise, les mains liées, le visage marqué par la fatigue. Devant lui, un homme imposant à l'expression froide faisait les 100 pas. « Tu penses t'en sortir vivant » lança l'homme d'un ton méprisant. «
Tu aurais dû te taire, Carter. Tout cela aurait pu se terminer pour toi dans cette prison. Mais maintenant, tu m'obliges à agir. Noah le regarda avec détermination malgré son état affaibli. Je ne m'arrêterai pas tant que la vérité ne sera pas connue. Tu ne pourras pas la cacher éternellement, dit-il d'une voix rauque mais ferme. L'homme éclata d'un rire chargé de sarcasme. La vérité? Tu crois que quelqu'un se soucie de la vérité? Le monde croit ce que je dis, et tu n'es qu'un caillou sur mon chemin. Mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça très bientôt. Il s'approcha de Noah, se penchant pour être face à lui. En attendant, profite de ton séjour ici. Tu n'as nulle part où fuir et personne ne viendra te trouver, dit-il avec un sourire cruel avant de quitter la pièce en claquant la porte avec force. Noah ferma les yeux, essayant de respirer profondément et de garder son calme. Il savait qu'il avait besoin de force pour résister, mais la fatigue et l'humiliation commençaient à peser sur lui. Il ne pouvait qu'espérer que, d'une façon ou d'une autre, quelqu'un viendrait à son secours. Entre-temps, au poste de police, les agents parvinrent enfin à retracer l'origine de l'appel. « Nous avons un signal », annonça l'un des techniciens. Il semble provenir d'un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville, dans une zone industrielle désaffectée. Le détective ne perdit pas de temps. Il organisa une équipe et appela Jones et sa mère. « Nous avons trouvé l'endroit, nous sommes en route. Restez où vous êtes et laissez-nous faire, dit-il. Mais Jones ne voulut pas rester à l'écart. « Je veux venir avec vous. C'est mon père, » insista-t-il. Le détective fut ferme. « Non, Jones, c'est dangereux. Fais-nous confiance. » Pendant ce temps, Noah était assis sur une vieille chaise métallique inconfortable, les mains attachées dans le dos par des cordes qui lui entaillaient la peau à chaque mouvement. L'environnement était lugubre, faiblement éclairé par une lampe qui se balançait lentement, projetant des ombres grotesques sur les murs de béton. L'air était lourd, humide et imprégné d'une odeur de rouille et de moisissure. Il était épuisé, affamé. Ses muscles le faisaient souffrir d'être resté des heures dans la même position. Le silence n'était rompu que par le bruit sporadique de gouttes tombant du plafond, comme un sinistre métronome marquant le temps. Soudain, la porte de la pièce s'ouvrit dans un grincement strident. La silhouette d'un homme grand et imposant entra, claquant la porte derrière lui. Il avait le visage partiellement couvert par un masque noir qui dissimulait ses traits, mais ses yeux brillaient d'une froideur qui fit accélérer le cœur de Noah. Dans ses mains, l'homme tenait un bâton en bois qu'il faisait tourner lentement, comme un jouet. « Alors, Noah, » commença-t-il avec un ton chargé de mépris, « ça fait quoi d'être au fond du gouffre? Pas aussi confortable que ton bureau, hein ?» Noah ne répondit pas. Il savait que tout ce qu'il dirait serait utilisé contre lui. Son silence sembla irriter davantage l'homme, qui s'approcha en frappant le bâton avec force sur le sol. « Ah, maintenant, tu joues les silencieux. Intéressant, parce que tu semblais plutôt bavard quand tu essayais de sauver ta peau en prison, » poursuivit l'homme, se penchant pour regarder Noah directement dans les yeux. « Mais laisse-moi te dire quelque chose, Noah, tu ne sortiras pas d'ici, peu importe ce que tu penses ou espères. Personne ne viendra te sauver. » Il se mit à tourner en rond autour de Noah, le bruit de ses pas résonnant dans la petite pièce. « Tu te crois spécial? Tu crois mériter de vivre alors que d'autres meurent? Épargne-moi ça, » continua-t-il, ponctuant ses mots d'un rire sarcastique. « Tu n'es dans cette situation que parce que tu as voulu jouer les héros. Si tu t'étais contenté de te taire et d'accepter ce qu'on te donnait, on n'en serait pas là. Mais non, tu as voulu faire le gentil, le père exemplaire, pas vrai? Pathétique. » Noah leva les yeux et croisa le regard de l'homme, même si son corps était faible et tremblant de fatigue. « Tu peux dire ce que tu veux, » murmura-t-il, la voix rauque, « mais je ne cesserai pas de me battre. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être père, de protéger ta famille. Tu peux m'humilier, mais tu ne briseras pas ça en moi. » L'homme s'arrêta net, faisant tourner le bâton dans une de ses mains avant de le placer sous le menton de Noah, l'obligeant à relever la tête. « Vraiment, » dit-il avec un rire bas et cruel. « Tu parles comme si tu avais le choix, comme si tu avais le moindre contrôle ici. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, Noah, je suis le seul à avoir le contrôle. Je décide si tu manges, si tu bois, si tu vis ou si tu meurs. » Il retira lentement le bâton, laissant une marque rougeâtre sur le menton de Noah, puis s'éloigna. L'homme alla vers une petite table dans le coin de la pièce et prit une bouteille d'eau. Il l'ouvrit et en but une longue gorgée, faisant un bruit exagéré de satisfaction, avant de se tourner à nouveau vers Noah. « Tu as soif, Noah » demanda-t-il d'un ton presque moqueur. « Je parie que oui. » Il s'approcha et tint la bouteille près du visage de Noah, l'inclinant légèrement pour que quelques gouttes tombent sur ses lèvres desséchées. «
Noah tenta de ne pas réagir, mais son corps le trahit et il remua involontairement les lèvres pour capter l'humidité. L'homme rit et retira rapidement la bouteille. « Regarde-toi. » Un grand gaillard réduit à ça. Quel spectacle pathétique. Il versa l'eau par terre, juste au pied de Noah, et recommença à tourner autour de lui. « Tu sais, en fait, je t'aime bien, Carter. Tu as du courage. Mais le courage ne sert à rien ici. Ici, tu n'es qu'un homme désespéré de plus, sans personne pour t'aider. » Il se pencha de nouveau, murmurant à l'oreille de Noah. « Et je vais m'assurer que tu souffres chaque seconde. » Malgré la douleur physique et les mots cruels qui l'assaillaient, Noah garda le regard fixe, la détermination brûlant dans sa poitrine. Il savait que l'homme voulait le briser, mais il ne lui offrirait pas ce plaisir. « Tu peux me faire du mal, » dit Noah, la voix tremblante mais ferme, « mais tu ne pourras jamais effacer la vérité. Et au bout du compte, elle te détruira. » L'homme recula, observant Noah un instant avant d'éclater d'un rire sec. « Vraiment ? Nous verrons ça, Carter. Nous verrons bien. » Il quitta la pièce, laissant Noah seul à nouveau, le bruit de la porte lourde se verrouillant derrière lui. Noah respira profondément, essayant de rassembler ses forces, tandis que son esprit s'accrochait à la seule chose qui le maintenait en vie, l'espoir de revoir son fils et sa famille. Les forces de police se mobilisèrent rapidement pour se rendre à l'endroit signalé. L'entrepôt était vaste, avec des murs rouillés et des vitres brisées. À l'extérieur, la police encercla les lieux, progressant en silence pour ne pas alerter les occupants. « Nous devons entrer prudemment, » dit le détective en faisant signe à ses collègues. Ils formèrent un périmètre autour de l'entrepôt, se positionnant stratégiquement pour empêcher toute tentative de fuite. À l'intérieur, Noah était seul, cherchant un moyen de se libérer. Il entendit des pas résonner dans le couloir, indiquant que l'homme revenait. Son cœur s'emballa, mais avant que la porte ne s'ouvre, un bruit lointain attira leur attention à tous les deux. C'était le bruit de voitures qui approchaient, suivi d'un bourdonnement étouffé, peut-être des gens qui se déplaçaient dehors. L'ambiance à l'intérieur de l'entrepôt était un mélange de tension et de chaos alors que l'équipe de police investissait les lieux de façon coordonnée. 3 agents parvinrent à atteindre l'étage où Noah était détenu. Ils défoncèrent la porte en braquant leurs armes vers la pièce faiblement éclairée. « Police! Jetez votre arme et rendez-vous !» hurla l'un des agents d'une voix ferme, qui résonna contre les murs de béton. Mais avant qu'il ne puisse réagir, l'homme qui retenait Noah apparut soudain, agrippant fermement Noah par l'avant, un pistolet pointé sur sa tête. « Un pas de plus et il meurt », vociféra l'homme, la voix chargée de colère et de désespoir. Noah était visiblement affaibli, le visage pâle et le corps presque sans force. Ses mains étaient liées devant lui, et il chancelait, tentant de garder l'équilibre alors que l'homme le tenait en otage. « Si quelqu'un tire, il meurt. Vous comprenez ? C'est moi qui commande, ici. » Le ton de l'homme était hésitant mais déterminé. Les 3 agents s'immobilisèrent aussitôt, évaluant prudemment la situation. Tous gardaient leurs armes braquées, mais aucun n'osait tirer. Le chef d'équipe fit un pas en avant, levant la main dans un geste d'apaisement. « Du calme, personne ne va tirer. On va régler ça sans faire de blessés, » dit-il, essayant de gagner du temps. Il regarda l'homme droit dans les yeux, gardant une voix ferme mais non provocatrice. « Tu n'as pas besoin de faire ça. Relâche l'otage et on peut négocier. » L'homme ricana, un rire teinté de nervosité. « Négocier ? Vous me prenez pour un idiot ? Je sais comment ça se passe. Si je le lâche, je suis mort. » Il serra Noah encore plus près de lui, pressant le canon contre sa tête. Noah gémit de douleur mais ne dit rien, conscient que le moindre mot risquait d'aggraver la situation. « Je veux sortir d'ici. Je vais m'en aller et vous allez me laisser faire. Sinon, il meurt, » cria l'homme, le regard allant frénétiquement d'un agent à l'autre. Le chef d'équipe resta calme, bien que la tension transparaissait dans sa posture. Il savait que la priorité était la sécurité de Noah. Il recula d'un pas et fit signe aux 2 autres agents d'abaisser légèrement leurs armes. « Très bien, on va faire comme tu veux. Tu peux sortir avec lui, mais reste calme. Nous ne voulons pas que ça se termine mal, » dit-il d'une voix maîtrisée. L'homme commença à avancer vers la sortie, tenant toujours Noah fermement comme bouclier. Il gardait les yeux sur les agents, guettant le moindre mouvement suspect, tandis que les agents suivaient chacun de ses pas. « Je vais sortir d'ici, et aucun de vous ne me suivra, compris ?» cria-t-il d'une voix forte et tremblante. Le chef d'équipe acquiesça. « C'est compris. Personne ne te suivra, » répondit-il en essayant de paraître rassurant. Noah, malgré son état, tenta de parler, mais l'homme le serra encore plus. « Tais-toi.
Ne dis pas un mot, hurla-t-il en poussant Noah vers la porte. Une fois à la sortie de l'entrepôt, l'homme s'arrêta un instant, regardant dehors. L'endroit était encerclé de voitures de police, disposées de manière stratégique, mais personne n'adopta d'attitude agressive. Tout était silencieux, hormis le bruit des pas de l'homme et les gémissements de Noah. Enfin, l'homme atteignit la porte principale, utilisant toujours Noah comme bouclier. Il regarda une dernière fois les agents. « Maintenant, je vais le lâcher, mais si quelqu'un essaie de me suivre ou de tirer, vous le regretterez. » Il poussa Noah en avant avec force. Noah trébucha et tomba au sol, exténué. L'homme s'élança hors de l'entrepôt, tentant de rejoindre l'un des véhicules à proximité. Les agents réagirent aussitôt. 2 d'entre eux coururent aider Noah tandis que les autres se lancèrent à la poursuite du fugitif. On libéra rapidement Noah de ses liens, puis on l'emmena en lieu sûr. Il était blessé mais vivant, et il regarda les agents avec reconnaissance. « Merci », murmura-t-il avant de s'évanouir d'épuisement. Pendant ce temps, l'homme était poursuivi par les agents. Le son des sirènes commença à retentir dans la zone, indiquant qu'il ne pourrait pas aller bien loin. L'opération avait réussi, et Noah était enfin en sécurité. Le chaos régnait à l'extérieur de l'entrepôt, les sirènes hurlaient et les agents poursuivaient frénétiquement le fuyard. Il courait désespérément, regardant derrière lui tous les 2 pas, serrant son arme, tentant de s'échapper. Ses pas étaient rapides mais désordonnés, montrant la panique de quelqu'un qui se s'est acculé. Son adrénaline était sa seule force. Mais il ignorait qu'en tournant le coin de l'entrepôt, une surprise l'attendait. Jones, qui avait suivi en secret l'une des voitures de police, était resté en embuscade. Il s'était dissimulé près de la sortie, observant tout avec un regard affûté. Lorsqu'il vit l'homme foncer vers lui, Jones sut que c'était sa chance. Son cœur battait à tout rompre, mais il n'hésita pas. D'un geste rapide, il tendit le pied au moment précis où l'homme passait. L'impact fut immédiat. L'homme trébucha violemment, perdant l'équilibre et s'écrasant au sol. L'arme glissa de ses mains. Le choc de la chute fut tel qu'il gémit de douleur en essayant de se relever, mais les secondes perdues suffirent à la police pour l'atteindre. « Reste au sol, ne bouge pas », hurla l'un des agents en pointant son arme. Un autre lui passa rapidement les menottes, l'immobilisant avant qu'il ne réagisse. La situation fut maîtrisée en quelques secondes, mais ce moment sembla durer une éternité pour Jones, qui restait debout, à bout de souffle, réalisant à peine ce qu'il venait de faire. Les agents se tournèrent vers lui, surpris. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda l'un d'eux, incrédule et admiratif. Jones hocha lentement la tête, respirant encore bruyamment. « Je ne pouvais pas le laisser s'échapper. Il a fait du mal à mon père et il ne fera plus de mal à personne d'autre, dit-il d'une voix tremblante mais déterminée. L'homme menotté regarda Jones avec haine, mais se tut, conscient qu'il était vaincu. Les agents le relevèrent et le conduisirent vers une voiture de police. Tandis qu'il était installé à l'arrière, le détective en charge de l'opération s'approcha de Jones avec un sourire satisfait. « Tu as du cran, gamin. Je ne sais pas si c'était imprudent ou génial, mais tu as aidé à boucler cette affaire, » dit-il en posant une main sur l'épaule de Jones. « Ton père sera fier de toi. » Noah, qui avait été emmené en lieu sûr après son sauvetage, fut informé de la capture. Bien qu'encore faible, il insista pour voir Jones. Lorsqu'ils se retrouvèrent enfin, Noah étreignit son fils avec force, des larmes coulant sur son visage. « Je savais que tu étais spécial, Jones. Tu n'as jamais abandonné, même quand le monde entier semblait m'avoir tourné le dos, » dit-il, la voix nouée par l'émotion. Jones, de son côté, ressentit la même vague de soulagement et de fierté. « J'ai juste fait ce que tu m'as appris, papa, ne jamais abandonner ceux qu'on aime. » Quelques jours plus tard, le procès de l'homme eut lieu. Toutes les preuves jouaient contre lui, l'enregistrement téléphonique, le témoignage de Noah, désormais, sa tentative de fuite. Durant le procès, il tenta de se justifier, mais ses mots sonnaient creux. La vérité était évidente pour tous, et il fut reconnu coupable d'enlèvement, de tentative d'homicide et de complot dans le meurtre de Luna. La peine fut lourde et il fut emprisonné à vie, mettant un terme à un chapitre de souffrance pour Noah et sa famille. Noah et Jones, enfin réunis, virent la justice s'accomplir. Il n'y avait plus de doute, plus d'accusation ni d'ombre du passé pour les hanter. Ils avaient traversé l'enfer, mais en étaient ressortis plus forts et plus unis. La vérité avait finalement triomphé, et la vie, marquée par ce qu'ils avaient enduré, pouvait enfin reprendre son cours. Le jour du procès fut marqué par une affluence massive, chaque siège de la salle d'audience était occupé, et beaucoup de gens attendaient dehors. L'affaire avait gagné en notoriété après l'arrestation de l'homme qui avait retenu Noah captif,
et la révélation que lui et Suzanne étaient liés au meurtre de Luna ne fit qu'attiser l'intérêt public. Noah était présent, assis aux côtés de Jones et de sa femme. Il avait retrouvé une partie de sa force physique, mais le poids émotionnel se lisait encore sur son visage. Malgré tout, il éprouvait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois, de l'espoir. L'homme, identifié comme Marcos Castillo, fut appelé à témoigner, menotté, le regard froid. Il fut conduit à la barre, les murmures de la salle cessèrent lorsqu'il entama sa déposition. Acculé par les preuves et la perspective d'une peine encore plus sévère, Marcos finit par briser le silence. « J'ai été payé », commença-t-il d'une voix rauque mais assez forte pour être entendu de tous. « J'ai été engagé pour tuer Luna Williams. Ce n'était qu'un boulot, rien de plus. » La salle explosa en murmures choqués. Le juge frappa plusieurs fois de son marteau pour rétablir l'ordre. « Silence dans la salle », ordonna-t-il fermement. Noah, assis au fond, sentit son cœur s'emballer. Enfin, la vérité éclatait. Jones, à ses côtés, lui serra la main, partageant ce même soulagement mêlé d'indignation. Marcos poursuivit. « Je ne la connaissais pas. Je n'avais jamais vu cette fille auparavant. » La demande venait directement de sa mère, Suzanne Williams. Elle voulait que je la tue pour toucher l'argent de l'assurance vie. Il s'arrêta, baissant les yeux avant de conclure. Elle disait qu'elle avait besoin de l'argent et que sa fille était un obstacle. J'ai juste exécuté les ordres. À ces mots, la salle, déjà en ébullition, s'anima davantage. Suzanne, assise à côté de son avocat, secoua vigoureusement la tête en signe de dénégation, agrippant les accoudoirs de sa chaise comme si elle s'accrochait à la raison même. C'est un mensonge. Il invente tout ça pour s'en tirer à meilleur compte. Hurla-t-elle en se levant brusquement, la voix résonnant dans la salle d'audience. Son ton trahissait une panique et une indignation impossibles à dissimuler. Ses yeux étaient écarquillés et tout dans sa posture montrait qu'elle perdait le contrôle. Le juge frappa violemment du marteau, le bruit se répercutant dans la salle. « Madame Williams, asseyez-vous et taisez-vous. Vous aurez l'occasion de parler, mais pour l'instant, restez silencieuse, » dit-il d'un ton qui ne laissait place à aucune contestation. Suzanne, hésitante, se rassit, la panique étant néanmoins visible dans chacun de ses mouvements. Alors, l'accusation poursuivit la présentation des preuves corroborant le témoignage accablant de Marcos. L'enregistrement téléphonique, diffusé à nouveau pour les jurés, mettait en évidence le ton conspirateur de Suzanne lors de l'appel. Ses hésitations n'étaient pas celles d'une innocente, mais plutôt celles de quelqu'un qui tentait de justifier l'injustifiable. Puis on exhiba les relevés bancaires à l'écran de la salle, prouvant d'importants virements vers un compte lié à Marcos, et les procureurs mirent en avant la coïncidence de ces dépôts avec les dates précédant la mort de Luna. Comme ultime élément, on présenta des messages retrouvés dans le téléphone de Marcos, où Suzanne discutait des détails du plan, cherchant à s'assurer que tout se fasse proprement pour éviter tout soupçon. Les jurés, auparavant partagés dans leurs réactions, semblaient à présent unanimes, affichant une indignation et un choc évident. Certains se regardaient discrètement, d'autres hochaient la tête en signe de dégoût. Avec chaque nouvelle preuve, Suzanne s'enfonçait davantage dans sa chaise, le visage blême comme un linge. Elle jetait des coups d'œil vers son avocat, mais celui-ci demeurait sans voix, conscient que les preuves étaient irréfutables. Lorsque Suzanne fut appelée à la barre, la tension atteignit son comble. Les murmures cessèrent immédiatement, et l'atmosphère devint étouffante. Suzanne se leva lentement, réajustant ses vêtements de ses mains tremblantes, comme si soigner son apparence pouvait amoindrir la gravité de la situation. Assise, elle évita de croiser le regard des jurés ou celui de Noah, qui l'observait d'un air ferme, sans animosité. « Jamais je n'aurais fait ça à ma fille. Il ment pour obtenir une peine réduite. » s'écria-t-elle, la voix tremblante, tentant de se défendre. Mais ses propos semblaient vides, détachés de la réalité. Les jurés restèrent impassibles, comme si leur verdict était déjà scellé. Le procureur réfuta ensuite chacun de ses arguments avec les preuves déjà présentées, démolissant toute tentative de défense qu'elle tentait de formuler. Quand le procès toucha à sa fin, un profond silence chargé de tension s'abattit sur la salle. Le juge demanda aux jurés d'annoncer leur verdict. La salle retint son souffle lorsque le porte-parole du jury se leva. « Nous, membres du jury, déclarons la prévenue Suzanne Williams coupable de complot en vue de commettre un meurtre et de fraude à l'assurance, déclara-t-il, avant que de faibles murmures ne se fassent entendre et s'amplifient lorsqu'il poursuivit. Et nous déclarons Marcos Castillo coupable de meurtre au premier degré et d'enlèvement. » Le juge frappa une dernière fois du marteau,
confirmant la condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les deux accusés. Noah, assis au fond, ressentit un soulagement si intense qu'il crut qu'on venait de lui retirer un poids monumental des épaules. Les accusations qu'il avait écrasées étaient désormais levées. Lorsque le juge proclama son innocence, Noah ferma les yeux et poussa un long soupir, sentant qu'il respirait pour la première fois depuis des mois. Il se tourna vers Jones, qui le serra fort, des larmes lui inondant le visage. Sa femme, à côté, pleurait elle aussi, agrippant la main de Noah comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. Quant à Suzanne, qu'on emmenait menottée, entourée de gardes, elle ne prononça pas un mot. Son regard était vide et son visage affichait un air de désolation absolue. Noah l'observa un instant sans colère ni joie malsaine. Ce qu'il ressentait, c'était de la tristesse. Tristesse pour Luna, pour la famille brisée de Suzanne, pour tout ce qui s'était passé. Mais il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé. La justice avait été rendue, et c'était l'essentiel. Rien de tout cela ne ramènera Luna, murmura-t-il avant de se tourner vers Jones et sa femme. Mais on peut aller de l'avant, ensemble. À la sortie du tribunal, journalistes et curieux se pressaient, prenant des photos et posant des questions. Noah, main dans la main avec sa famille, les ignora. Il se concentra sur l'essentiel, ils étaient à nouveau réunis, et la vérité avait prévalu. Malgré les cicatrices que laisserait cette expérience, Noah sentait qu'ils avaient la force de surmonter tout cela. Un nouveau chapitre commençait pour eux, désormais tourné vers la paix et l'unité. La salle d'audience s'était vidée, mais un sentiment de soulagement et de justice flottait encore dans l'air. En sortant, Noah, Jones et sa femme purent sentir la chaleur du soleil comme si même l'univers célébrait l'épilogue de cette histoire douloureuse. Les journalistes criaient, les flashs crépitaient, mais rien ne comptait plus pour Noah que d'avancer avec sa famille. « Nous sommes libres de tout ça », dit-il en serrant fortement la main de Jones. Enfin. Les jours qui suivirent furent consacrés à la reconstruction. La maison, jadis silencieuse et vide, se remplit à nouveau de rires et de conversations. Noah et sa famille s'entraidèrent pour surmonter les épreuves qu'ils avaient endurées. Jones, avec son courage et sa curiosité, devint une source d'inspiration pour Noah. « Tu as été le héros de cette histoire, fiston », lui dit un soir Noah sur le perron. « Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. » Jones sourit timidement, mais on lisait la fierté dans ses yeux. « Je voulais juste que la vérité éclate, papa. Je savais que tu étais innocent. » Parallèlement, la communauté qui, autrefois, les regardait avec suspicion, changea peu à peu d'attitude. Des voisins et des connaissances vinrent s'excuser d'avoir douté de Noah et offrir leur soutien à la famille. Noah, malgré les cicatrices émotionnelles, fut reconnaissant d'avoir la possibilité de recommencer. Il décida d'utiliser son expérience pour aider les autres. « Si j'ai pu survivre à ça, je peux aider ceux qui ont aussi besoin de justice », dit-il à sa femme, qui l'encouragea dans ce projet. Quelques mois plus tard, Noah entama une série de conférences dans des écoles et des associations, partageant son histoire pour inspirer et mettre en garde contre les jugements hâtifs. Jones, toujours auprès de son père, devint un élément clé de ces rencontres, prouvant que le courage et la détermination d'un garçon de 13 ans pouvaient changer bien des choses. La vérité finit toujours par éclater, même quand on croit que c'est impossible, disait-il à un public qui l'applaudissait chaleureusement. La famille appréciait désormais davantage les petits moments passés ensemble, comme s'ils redécouvraient la valeur de chaque seconde partagée. Les promenades au parc, devenues un rituel hebdomadaire, voyaient Jones courir sur les pelouses tandis que Noah et sa femme, souriant, le regardaient en se tenant la main, comme à l'aube de leur relation. Les soirées cinéma sur le canapé, à manger du pop-corn et à rire de blagues légères, devinrent des instants précieux qui réchauffaient le foyer. Les dîners, autrefois ordinaires, se transformaient désormais en célébrations. Noah prenait plaisir à cuisiner de temps en temps, y mettant tout son amour, pendant que Jones racontait sa journée avec l'enthousiasme de son âge. Conscient de la fragilité de la vie, ils s'efforçaient de se rappeler mutuellement leur affection. Chaque jour, Noah trouvait le moyen de dire à sa femme et à son fils combien il les aimait. Il laissait, éparpillés dans la maison, de petits mots comme « Merci pour tout ce que tu fais pour nous » ou « Je suis chanceux de vous avoir comme famille ». Des gestes simples mais sincères, reçus à chaque fois avec un sourire ému. De son côté, Jones se sentait plus proche que jamais de son père. Il admirait la force de Noah, non seulement pour avoir surmonté tant d'épreuves, mais aussi pour être resté plein d'amour et de compassion quand le monde semblait s'écrouler autour de lui. Un an plus tard, par un après-midi ensoleillé, Noah, Jones et sa femme étaient assis sur l'herbe d'un parc,
entouré par le joyeux vacarme des enfants qui jouaient et le chant des oiseaux. Le match de foot de Jones était le clou de la journée. Désormais âgé de 14 ans, il faisait preuve d'une détermination et d'un enthousiasme contagieux. Noah et sa femme vibraient à chaque passe, à chaque tir. « Allez, Jones, on est avec toi !» s'exclama Noah, d'une voix si pleine d'énergie qu'elle gagna les autres parents. En entendant les encouragements, Jones redoubla d'efforts. Quand il marqua un but, il leva les bras au ciel et courut célébrer avec ses coéquipiers. Noah, le regard fixé sur cette scène, arborait un large sourire, le cœur gonflé de fierté. Il se tourna vers sa femme, lui serrant doucement la main. « C'est ça, notre avenir » dit-il d'une voix basse mais pleine de sens. Un avenir rempli de joie, d'unité et d'espoir. Elle acquiesça, les yeux humides de larmes de bonheur. Pour eux, c'était là la victoire suprême. À la fin de la journée, alors qu'ils rentraient chez eux, le ciel se parait d'étoiles. Noah s'arrêta un instant, gardant sa femme et Jones contre lui, les épaules enlacées. Il les regarda comme s'il voulait figer cet instant dans sa mémoire à jamais. « Merci de ne jamais avoir abandonné », dit-il, la voix chargée d'émotion. Sa femme le serra fortement, répondant doucement. « On n'aurait jamais pu t'abandonner, Noah. Tu es notre famille. » Jones, observant son père avec admiration, ajouta. « Tu nous as appris à nous battre pour ce qui est juste, papa. On n'a fait que suivre ton exemple. » Noah sourit en entendant ces mots, une larme roulant sur sa joue. Il prit une profonde inspiration et leva les yeux vers le ciel étoilé. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que tout était à sa place. Le passé, malgré la douleur et l'injustice, était désormais derrière eux. C'était simplement le passé. Le présent débordait d'amour et de gratitude, et l'avenir était comme un livre vierge, prêt à être rempli de nouveaux souvenirs heureux. À cet instant, Noah sut que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils affronteraient tout ensemble, en famille. Il resserra son étreinte autour de Jones et de sa femme, puis ils poursuivirent tranquillement leur chemin vers la maison, le cœur plein d'espoir. La justice avait prévalu et la vie leur offrait une nouvelle chance de bonheur.